Bien, ne pénalisons pas ceux qui sont arrivés à l'heure, et même si nous ne sommes pas très nombreux ce soir, mais peut-être certains vont-ils nous rejoindre. Eh bien, nous allons commencer. Euh, Nous allons commencer. Nous commençons même cette conversation publique dans le cadre de questions publiques qui, comme vous le savez, est co-organisée par le Conseil de développement, par le CCO et par la revue Place Publique. Donc conversation publique ce soir avec Francky Trichet. Francky Trichet est un nouvel adjoint et dans un nouveau poste qui n'existait pas jusque-là, du moins à Nantes, puisqu'il est adjoint à... Comment ça s'appelle? Rappelez-nous le titre exact. Innovation et numérique. Innovation et numérique. Donc une triple raison, je dirais, pour organiser ce débat ce soir. D'abord, la nomination de Francky Trichet à ce poste. C'est un signe des temps qu'une ville comme Nantes décide de se doter d'un adjoint au numérique. Deuxième raison, il aura l'occasion d'en parler ce soir, la candidature de Nantes au dispositif French Tech, il vient de dire ce dont il s'agit. Et puis, troisième raison, la publication du nouveau numéro de Place Publique, qui est un état des lieux sur le numérique à Nantes, titré Espoir et illusion, parce que c'est un sujet qu'on a tâché de prendre avec... intérêt, mais aussi circonspection. Il y a beaucoup d'engouement autour du numérique, probablement à juste titre, ce qui n'empêche pas que ce puisse être porteur de quelques illusions. On a notamment dans ce dossier un excellent article historique, rétrospectif de Gabriel Vitré, qui nous rappelle les beaux jours de Thélème, la télématique municipale, ce qui n'est pas si loin de nous, ce qui n'est pas si ancien, mais évidemment pour Francky Trichet c'est la préhistoire ça. Mais ça permet peut-être de mettre à distance certains enthousiasmes qu'on pourrait juger excessifs demain. Francky Trichet, je vais vous demander pour commencer, de nous raconter votre itinéraire. Vous êtes universitaire, vous êtes maître de conférences. Qu'est-ce qui conduit un chercheur comme vous à se lancer en politique ? Première question très intéressante. Alors bonsoir à tous avant. Alors, moi je suis universitaire, donc je suis nantais depuis 25 ans maintenant. Donc pour restituer un petit peu mon parcours, j'ai vraiment un parcours informatique à la base. Donc j'ai eu un DUT informatique, rue Maréchal Joffre. Ensuite, je suis allé à l'école polytechnique, où j'ai eu une école d'ingénieur. Après, je me suis rendu compte que être ingénieur, c'était bien, mais c'était pas suffisant. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait découvrir le monde de la recherche. Donc à l'époque, c'était pour travailler sur des systèmes prédictifs sur le loto sportif. Donc c'est pour vous dire que j'avais une approche très pragmatique de la recherche. Et vous avez trouvé le modèle, vous gagnez souvent ? Voilà, non, malheureusement non, donc c'est-à-dire que je ne suis pas un bon chercheur, c'est-à-dire que c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Et puis ensuite, donc j'ai découvert le monde de la recherche, j'ai fait ce qu'on appelait un DEA à l'époque, un diplôme d'études approfondies, ce qu'on appelle les masters recherche maintenant. Et puis après, le goût de la recherche était maintenant évident pour moi, donc j'ai fait une thèse à Nantes en intelligence artificielle sur des modèles prédictifs. Donc on appelle ça des mathématiques appliquées pour faire de la prédiction, on va dire, sur des phénomènes complexes. Et j'ai travaillé aussi sur ce qu'on appelle l'enseignement intelligemment assisté par ordinateur pour apprendre la géométrie projective. Alors, c'est des choses compliquées. Géométrie projective, j'aime bien prendre cet exemple parce que j'en dis c'est quoi la géométrie projective ? La géométrie projective, c'est en géométrie normale, deux droites sont parallèles si elles sont pas séquentes. En géométrie projective, deux droites sont parallèles si elles ont un point en fait de séquent à l'infini. C'est juste parce que quand vous faites des dessins pour les enfants, pour représenter une route, il y a un moment donné, les deux points se rallongent. Et donc après, j'arrive effectivement dans une carrière d'enseignant-chercheur à l'université de Nantes. Et puis, je fais beaucoup de recherches, j'accompagne des étudiants. Et puis, je me suis rendu compte que cette ville m'avait donné beaucoup, m'avait donné les opportunités effectivement d'avoir un épanouissement d'un point de vue professionnel, d'encadrer beaucoup de faire émerger pas mal de projets numériques. Et puis, à un moment donné, j'ai 44 ans aujourd'hui. Et puis, l'opportunité d'une rencontre avec Johanna Roland m'a fait effectivement prendre conscience que la ville m'a beaucoup apporté. Pourquoi je n'essaierais pas, pourquoi pas, de tenter une aventure en politique.
Oui, mais enfin, vous passez un peu vite là sur l'itinéraire qui conduit du loto sportif à Johanna Rolland. Euh, il ne suffit pas de la rencontrer pour se dire j'y vais, je participe à sa liste et j'ambitionne de devenir adjoint numérique. Alors, pour aller plus précisément, effectivement, dans la rencontre. Donc, Johanna, déjà, ça a été une rencontre, vraiment une opportunité, parce qu'on s'est rencontrés à l'Air38, où j'organisais, en fait, un peu comme vous, j'étais animateur d'un débat sur les médias à l'horizon 2030. Certains connaissent peut-être ce format-là, qui est rendu à sa 4e édition. Et Johanna était présente dans la salle, elle était venue, et moi, je la connaissais pas, je la connaissais de nom, mais je l'avais jamais rencontrée. Et le fait est que, voilà, on a eu une rencontre après individuelle où j'ai été convoqué, enfin, j'ai été invité pour déjeuner avec elle et on a déjeuné ensemble. On a passé 2h30 ensemble et là, il y a vraiment quelque chose. J'ai découvert un personnage politique qui, à la fois, avait une vraie curiosité, une vraie sensibilité sur le numérique, ce qui était quelque chose qui n'était pas forcément a priori perceptible chez tous les politiques jusqu'à présent, et qui avait vraiment compris qu'on était dans une vraie mutation de la société et que le numérique était un enjeu très très fort, un accélérateur de cette mutation systémique, comme j'aime dire. Et donc là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, la rencontre, elle s'est faite ce jour-là. Donc, c'était en mai 13, pardon. Et à partir de là, on a commencé à échanger. Elle m'a demandé effectivement de lui donner une vision. Quelle était ma vision pour moi, l'horizon 2025 du numérique à Nantes? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Donc voilà, j'ai commencé. Je savais pas du tout ce que c'était que rédiger une note. Je sais qu'il y a des spécialistes dans la salle de la rédaction des notes. Moi, j'ai rédigé ce que je pensais être une note. Et donc, ça a fait 8 pages. Donc, c'était un peu trop, à mon avis, en termes de longueur. Mais bon, j'ai donné ma vision. Et donc, au fil de l'eau, on a échangé. Et puis, elle a commencé à me dire, est-ce que tu veux animer un groupe de travail lors de la construction du programme? Je dis oui, avec plaisir. Donc j'ai mobilisé des acteurs du numérique nantais avec une belle variété, parce que justement je pensais qu'il fallait vraiment avoir pas que des gens qui étaient dans le numérique, mais qui étaient aussi dans la perception de l'usage, l'appropriation en plus du rôle du numérique dans la société, etc. Donc il y avait des associatifs, il y avait des start-upers, il y avait des gens du public, du privé. Et donc à partir de là, on a déposé tout un tas de propositions. Il y en avait un certain nombre. Et puis dont acte. Maintenant, on s'est dit après, voilà, et je me suis rendu compte que lorsque le programme officiel de Johanna est sorti, on a échangé quand même sur ces propositions, il y avait une grande majorité qui était retenue. Donc là, effectivement, il y a eu une vraie prise de conscience pour moi que, voilà, Johanna, elle s'était pas servie de moi. Il y avait vraiment eu un vrai travail de co-construction. Et là, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose de très concret et que c'est quelqu'un de sérieux, de visionnaire, et puis en plus qui respecte sa parole, parce que l'idée, c'est qu'elle nous a fait travailler, mais en fait, les propositions étaient là. Et on arrive ici juste avant Noël, et là, c'est là qu'elle me propose, est-ce que tu souhaites aller plus loin? Et là, je me suis dit, mais ça veut dire quoi plus loin? Parce que moi, je ne connais pas grand-chose en politique, même si je fais un peu le naïf, j'aime la politique. Voilà. Et puis voilà, ce plus loin s'est transformé à, écoute, c'est être présent sur la liste et donc faire campagne. Alors moi, j'avais envie de faire une campagne de l'intérieur, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une campagne. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui savent ce que c'est qu'une campagne plutôt de l'intérieur. Bon, après, il y a des parties de la campagne où je n'étais pas forcément dedans, parce que le jeu politique ne m'intéressait pas, mais en tout cas, le débat d'idées, la construction, effectivement, de cette campagne m'a fait vibrer. À certains moments, j'ai bien apprécié. Il y a des moments qui ont été forts, et je me souviendrai, donc c'était cool, comme on dit. Et puis voilà, on en arrive à l'élection, on en arrive à la victoire, et puis maintenant, je suis là pour décliner une politique et une vision. Alors, on vient de dire que vous étiez le premier adjoint au numérique de l'histoire de Nantes. Est-ce que Nantes est en avance par rapport aux autres villes, ou est-ce que dans des villes de taille comparable, un peu partout, il y a aujourd'hui des adjoints au numérique? Alors, je pense que le mouvement est en marche. Maintenant, je n'ai pas encore fait la cartographie justement avec les élections pour savoir est-ce qu'il y avait de plus en plus d'adjoints au numérique. Des conseillers effectivement en charge, on va dire, du numérique. Alors pour moi, le numérique, c'est pas du tout que de l'informatique. C'est vraiment, on est plus sur la posture des usages. Et je différencie vraiment les systèmes d'information au numérique. Le numérique, on est sur les usages. Et on n'est pas du tout que dans l'infra, on est plutôt orienté utilisateur que plutôt orienté infrastructure. Et bien évidemment, on est sur une logique de strate, les usages arrivent souvent au dernier moment. Il y avait dans beaucoup de villes, il y avait donc des responsables aux usages de l'informatique.
au numérique comme on l'entend est de plus en plus large, c'est-à-dire que ça ne se résume pas à l'informatique. Je vois Sophie Sakai ici présente. La robotique fait partie pour moi du spectre de ce que doit être le numérique et de ses usages au quotidien, qui plus est dans ce qu'on appelle la silver economy, c'est-à-dire effectivement comment aujourd'hui on peut avoir une approche de robotique pour l'accompagnement des personnes en fin de vie ou des personnes qui sont déjà dans un âge avancé. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus de responsables, parce que cette vision politique, elle est de plus en plus importante dans les territoires. Aujourd'hui, ne pas prendre en compte le numérique comme étant un enjeu politique et pas juste un enjeu d'équipement, d'infrastructure, c'est une erreur politique, c'est une erreur de vision, qui plus est en 2014. Donc je pense qu'il y a de plus en plus d'adjoints en numérique, des conseillers certainement, des adjoints, je n'ai pas encore fait la cartographie précise, mais je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Alors, à quoi va servir un adjoint numérique à Nantes ? Alors déjà, il va servir à apporter une vision, peut-être une vision de rupture, peut-être justement de placer l'utilisateur et les usages en premier lieu, chose que effectivement cette vision n'était pas du tout apportée jusqu'à présent par, on va dire, par les services, ou en tout cas la vision politique de ce que devait être l'informatique au service des usagers. Et puis surtout, j'ai envie de dire, alors ce qui est important dans le numérique aussi, c'est que le numérique, moi je le caractérise, mon action, mon périmètre, j'ai deux grands volets, le volet économie, c'est-à-dire que le numérique est pour moi une filière d'emploi, et c'est une filière d'emploi d'avenir, et il faut effectivement savoir positionner des territoires pour être attractif. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est le dossier French Tech. 8% des emplois de l'agglomération nantaise, écrit-on dans ce dossier. Exactement, avec, je peux donner des chiffres, mais donc avec 19 200 emplois pour être précis, avec une progression de 40% sur les 3 dernières années, donc on est vraiment sur une filière très dynamique. Et ce n'est qu'un début. Par contre, la compétition est rude. Donc pour moi, un adjoint effectivement en numérique sur une ville, métropole, 6e ville de France, c'est aussi prendre en compte que justement cette compétition existe entre les différentes métropoles. Et comment on fait pour, à Nantes, attirer plus de talents, faire émerger les jeunes pousses locales, mais aussi attirer les talents, mais pas que les talents nationaux, les talents internationaux, pour montrer qu'à Nantes, on a une expression, désolé pour les différents termes en anglais, mais on a une expression qui s'appelle « take it easy ». C'est-à-dire qu'à Nantes... Est-ce que vous pouvez traduire en français ? Non. Je trouve que c'est important pour un élu de parler le langage commun. Ici, c'est... Ouais. Alors, Nantes, take it easy, ça veut dire que c'est juste cool de venir ici, c'est facile. Nantes, c'est une ville accueillante. Enfin, dans l'esprit, c'est de se dire que on n'est pas une technopole. Le terme technopole est juste horrible pour moi, parce que technopole, ça veut dire oh la vache. Il va y avoir que des gens de technique, des gens très formatés, alors que Nantes, c'est pas ça, c'est pas l'esprit, quoi. L'esprit, c'est de se dire Nantes, c'est une ville attractive, c'est une ville où il y a de la culture très intensive, c'est une ville d'hybridation, c'est une ville où tout est possible, et même la technique, l'informatique ou le numérique, on le prend sous un prisme très cool, quoi. Donc Take It Easy, c'est un peu l'esprit la Silicon Valley à une certaine époque, parce que maintenant la Silicon Valley c'est un peu surfait quand même comme cliché, mais on a envie d'être dans cet esprit de pionnier, alors pas post-baba cool, mais dans une logique quand même où la culture est prégnante à Nantes. C'est une ville où les loyers sont abordables. C'est une ville où les enfants, on connaît tous pas mal de copains à Paris qui sont juste débordés, ils en ont vraiment marre d'être à Paris, et ils pensent qu'une chose c'est de venir à Nantes. Dans d'autres villes, je vous en raccorde, mais comme effectivement aujourd'hui on parle de Nantes, et cet esprit de Nantes Take It Easy, ça veut dire qu'effectivement on a les moyens d'un point de vue technique de développement business, on a des outils qui sont formidables, mais en plus on a une qualité de vie et un rapport, on va dire, au territoire qui est quand même assez particulier que d'autres villes, par exemple comme Lyon, n'ont peut-être pas. Alors, un de vos grands dossiers, on va continuer à parler en français, c'est la French Tech. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors la French Tech, c'est d'abord une ambition, la French Tech. Et vous allez voir que je vais continuer à parler anglais, et c'est pas moi qui le dis. Donc c'est une ambition qui était portée par la ministre Fleur Pellerin, à l'époque, ministre de l'économie numérique, maintenant qui est remplacée par Axel Lemaire, secrétaire d'État en charge du numérique, dans le cadre du ministère de Arnaud Montebourg. L'ambition de Fleur Pellerin, qui est toujours la sienne, c'était de faire la start-up république. Je suis désolé, mais c'est encore l'expression qui est de se dire, aujourd'hui en France, on a des territoires d'innovation sur le numérique qui sont redoutables.
on a un écosystème qui est très fertile à l'échelle nationale. Ce que j'appelle écosystème, c'est qu'on a des start-upers, on a des grands groupes, on a des gens qui génèrent de l'emploi, des belles entreprises, des belles SS2I. On a des petites startups qui ont des phénomènes d'hypercroissance, c'est-à-dire qu'on part de 400 000 euros et en 2 ans, on est à 5 millions de chiffres d'affaires. Donc, ce n'est pas dans tous les secteurs de l'économie qu'on peut effectivement avoir cette hypercroissance. Et aujourd'hui, les grands territoires vibrants à l'échelle mondiale du numérique, c'est les États-Unis, c'est l'Israël. Et effectivement, l'objectif, c'était de se dire, en France aussi, on en a, mais on ne sait pas le faire savoir. En France, on est mauvais en communication. Donc, Fleur Pellerin, c'était une très bonne ministre, elle l'est toujours, hein, mais au numérique, on regrette effectivement qu'elle soit partie. Mais Axel Lemaire, je pense que ça va être quelqu'un de très bien aussi, mais on n'a pas encore suffisamment... Oui, c'est elle, m'expliquez-vous, dans l'entretien paru dans Place Publique, qui a convaincu François Hollande d'aller visiter la Silicon Valley. Alors, c'est elle qui a effectivement été un peu l'accélérateur sur ce phénomène-là, qui n'était pas forcément un exercice facile pour François Hollande, avec le phénomène qui s'était passé quelques mois avant, qui plus est avec Arnaud de Montebourg, qui... n'a pas cette logique, on va dire, d'ouverture à outrance sur le numérique, qui est plutôt dans une logique plutôt protectionniste française. Et je pense qu'effectivement, cette ministre a eu cette vision de se dire qu'il faut à un moment donné aller au cœur du système américain pour montrer aux Américains que nous aussi en France, on sait faire de l'innovation numérique. Nous aussi, on a des start-upers qui sont à l'image de Criteo, qui est quand même la belle réussite française, qui maintenant est rentrée effectivement dans les grandes places boursières américaines. Et si les Américains, vous n'allez pas aller leur dire chez eux, ils ne vont pas venir l'entendre chez nous. Donc ce déplacement a été très stratégique, avec quand même un retour, on va dire, médiatique assez important, mais pas que médiatique, c'est-à-dire même dans la crise, à mon sens, hein, c'est moi qui parle là. Je pense que les politiques français ont compris effectivement qu'il y avait un coup à jouer là-dessus. Et donc ce phénomène French Tech, il est dans cette suite logique. La French Tech, c'est une ambition de montrer à l'échelle mondiale qu'en France, on a des talents, on innove, on a l'esprit créatif, et qu'on a aussi la possibilité d'aller sur ce qu'on appelle les tech champions, de faire émerger, alors j'aime pas cette image-là, mais les Google de demain, ils pourraient être français. On sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire en France un Google de demain, tout simplement parce qu'on a les investisseurs qui ne sont pas... Enfin, les approches d'investissement ne sont pas suffisantes. Donc ça veut dire qu'il faudra forcément aller aux États-Unis pour pouvoir, à un moment donné, pouvoir faire ce type de belles entreprises. Donc la French Tech, c'est avant tout une ambition politique. C'est aussi un mouvement, on va dire, national. C'est le premier mouvement national qui fédère tous les écosystèmes. Donc il y a une vraie dynamique qui s'est mise en place. Toutes les métropoles, au moins chacune des métropoles en local, mais aussi d'un point de vue, je dirais, national, il y a une vraie dynamique. C'est-à-dire qu'on dit on joue dans l'équipe de la French Tech. Il y a une concurrence, forcément, parce qu'il y a un processus de labellisation qui est mis en place, mais il y a surtout une émulation, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans un esprit équipe. Mais alors, attendez, c'est quoi? C'est un appel à projet? C'est un concours? C'est une sélection? C'est quoi? Oui, alors après l'ambition et, je dirais, le mouvement pour montrer qu'à l'international, le numérique en France, on existe et on va vous le montrer. L'objectif, ensuite, c'est un label. D'un point de vue, je dirais plus. Donc l'objectif du label, c'est tout simplement de sélectionner, on va dire, l'équipe de France du numérique. Donc l'équipe de France du numérique, il y aura Paris, le capitaine, forcément. Et après, il y aura d'autres métropoles. Combien? Une dizaine maximum, c'est ce qui est évoqué aujourd'hui. Et ces métropoles, ça va être tout simplement les différents écosystèmes les plus denses, les plus visibles à l'international, sur lesquels effectivement la France veut communiquer. Veut communiquer à la fois à l'international en disant, on va par exemple, dans un mois, il y a une grosse opération à New York, pour montrer effectivement que en France on a des start-upers et on va vous les montrer. Il y a une vingtaine de start-upers qui vont à New York montrer aux États-Unis qu'on existe. Typiquement, voilà, c'est dans ces métropoles-là que seront choisis ces fameux ambassadeurs du numérique à l'échelle internationale. Mais si vous dites qu'il y en a 10 plus Paris, Nantes, à moins d'être très mauvaise, est à peu près sûre de faire partie de l'équipe. Il vaut mieux rester prudent. Jusqu'à présent, on fait tout pour, et puis on y travaille, et on y travaille encore. Maintenant, il faut encore attendre les résultats. Alors, la procédure est assez... donc la procédure... Septembre, on devrait avoir des résultats. Si on arrive effectivement... on a déposé le dossier aujourd'hui. Ce dossier va être instruit d'abord par la mission French Tech, qui est, avant d'être mise à l'épreuve devant un jury international,
qui va à la fois évaluer l'écosystème nantais. Est-ce qu'on a un écosystème digne de ce nom? Est-ce qu'on crée de l'emploi? Est-ce qu'on a des start-upers? À quel niveau? Donc ces fameux Tech Champions. Est-ce qu'on a une infrastructure suffisante? Est-ce qu'on a une attractivité qui fait sens pour attirer des entrepreneurs étrangers? Et puis surtout, est-ce qu'on a une stratégie de développement à l'horizon 2020 qui fait sens et qui va faire en sorte qu'on accélère ce mouvement-là? Premier élément. Sur cette stratégie, nous, on a défini une stratégie avec, on va dire, quelques supports à cette stratégie pour faire en sorte de faire émerger encore plus de Tech Champions. On en a, hein, on a quelques noms d'entreprises, hein, des Lingo, des Yunvai, ces entrepreneurs qui aujourd'hui font 4-5 millions de chiffres d'affaires et qui n'existaient pas il y a 3 ans. Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui des start-upers, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'hypercroissance. Donc on part de quasiment zéro et en 2 ans ou 3 ans, on fait 4 à 5 millions. Et une centaine de créations d'emplois. Et la caractéristique aussi de ces Tech Champions, c'est qu'ils ont tout de suite la pensée mondiale. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un comme Michael Froger, il est arrivé, la petite histoire, je la raconte parce qu'elle est quand même toujours révélatrice de en quoi Nantes est attractif. Michael Froger, c'était un Parisien qui était dans le profil de ce que je disais tout à l'heure, le Parisien classique, trentenaire, qui vient d'avoir un enfant et qui ne veut plus vivre à Paris. Parce que Paris aussi, c'est un écosystème numérique qui n'est pas aussi, on va dire, soudé, fédéré qu'on peut ne le dire. Et donc, il cherchait une ville pour pouvoir se poser et développer son projet. Et donc, il est arrivé à Nantes. Il a découvert un écosystème assez fédéré avec tout un tas d'outils comme la cantine et d'autres qui étaient quand même, et surtout des mètres carrés accessibles, qui étaient pour lui un élément important. Et surtout, le deuxième élément important, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il a découvert l'esprit Nantes Take It Easy, quoi. L'esprit Nantes, c'est vraiment une ville très agréable à vivre dans le cadre du numérique. C'est une ville très agréable à vivre dans plein d'autres cadres, mais dans le cadre du numérique, c'est une ville très agréable à vivre. Pourquoi? Parce qu'on a des lieux assez magiques. On a des festivals comme Scopitone qui, pour nous, dans le numérique, c'est des moments forts, des moments intéressants. Alors, on peut aller les voir ailleurs, hein, mais c'est le fait que quand c'est en local, c'est mieux. Et qui plus est, en plus, c'est des festivals dans lesquels on peut contribuer, en étant donc c'est quand même aussi intéressant. Et donc, Michael est arrivé à Nantes, et donc en 2 ans, il a fait exploser son entreprise, puisque aujourd'hui, voilà, Lingo, il fait partie des 10 start-upers nationaux qui comptent dans le dispositif French Tech. Donc c'est aujourd'hui le président d'Atlantique 2.0 et c'est quelqu'un sur qui c'est un ambassadeur pour moi, quoi, qui représente effectivement cette fibre du start-upper aujourd'hui qui a 30, je ne sais plus quel âge il a, Michael, je sais pas si c'est 34 ans peut-être, et voilà, qui est dans une dimension internationale avec une présence sur 14 pays et qui son seul problème aujourd'hui, c'est de gérer son hypercroissance, ce qui est un très beau problème. Alors, quels sont les critères qui font que Nantes sera retenue ou pas dans cette démarche French Tech? Alors, le premier critère, c'est un critère important, le premier critère, c'est un diagnostic. Est-ce que l'écosystème, au jour d'aujourd'hui, il est dense, il est vibrant et il a cette vision internationale? Je pense qu'aujourd'hui, les chiffres, vous les avez rappelés dans votre ouvrage, vous les trouvez partout. Je pense qu'on a une bonne visibilité. Deuxième critère, c'est ce qu'on a appelé le quartier numérique. C'est-à-dire, est-ce qu'on a à un moment donné un centre névralgique qui va à un moment donné faire converger toutes ces forces, toutes ces frictions créatives, non pas pour pouvoir faire une concentration, tout simplement pour qu'à un moment donné, lorsqu'on a une délégation, vous n'ayez pas une métropole où il y a 10 lieux à visiter et puis qu'en fait la délégation vienne dans la journée, c'est juste pas possible à un moment donné, à une journée, de faire 10 lieux. Donc là, on a effectivement ce projet de la réhabilitation de la Halle 6. Pour ceux qui connaissent, on est sur le quartier de la création. On a les anciennes Halles Amstom qui vont être réhabilitées avec un grand projet à l'École des Beaux-Arts. Et la Halle 6 et la Halle 5. Et la Halle 6, donc le projet, c'est un pôle universitaire interdisciplinaire dédié aux cultures numériques qui, lui, va regrouper un Fab Lab. Alors, le Fab Lab, c'est un atelier de fabrication, un atelier de prototypage, comme on dit, dans lequel vous avez des imprimantes 3D, vous avez des coupes laser, vous avez tout, je dirais, l'équipement pour faire cette approche d'expérimentation très en amont des produits. Donc, ce Fab Lab, lui, va être orienté art, architecture et design, qui va être porté par l'université, donc des collègues à moi. Il va y avoir un User Lab. Donc le User Lab, c'est tout ce qui est des outils, des dispositifs qui permettent en fait d'observer l'utilisateur confronté à un dispositif numérique, un artefact numérique. Alors ça peut être un site web marchand,
et avec de l'eye tracking. Donc là, voilà, ça peut intéresser des gens qui se disent tiens, est-ce que mon site web il est bien fait? Est-ce que lorsque je lance la pub à droite, est-ce qu'elle est visible ou pas? Donc on a des dispositifs d'eye tracking, on a des dispositifs, des capteurs physiologiques, donc des capteurs neuronaux, vous avez vu dans mon bureau, capteurs neuronaux, capteurs de sudation, capteurs de pression, qui permettent en fait d'interpréter l'émotion qu'une personne peut ressentir. Je reprends l'exemple de la Silver Economy avec ma personne âgée qui va être confrontée à un robot humanoïde qui va justement être censé lui aider dans son quotidien. On va le mettre en situation, je sais pas, dans la cuisine, en train de faire la vaisselle. Et là, on observe. Donc, on va avoir des caméras. Donc, on a vraiment un local dans lequel on va avoir des caméras. Puis, on va observer toutes ces interactions. Donc, après, il peut y avoir un ergonome, un roboticien qui, lui, va plus se travailler en disant ouais, voilà, mon bras, il est pas bien fait. Le sociologue, il va regarder plus, ou le psychologue, une interaction plus de l'humain. Bon, il y a tout un tas de profils variés qui vont être intéressés par ce User Lab. Donc l'idée, c'est de mettre l'utilisateur au centre. Et nous, on a tout un tas d'outils qui vont observer l'interaction entre un utilisateur et un artefact numérique, que ce soit un site web, que ce soit un robot, que ce soit tout type d'interface qu'on peut construire, une application, pour voir comment l'application, vous l'utilisez, vous l'échangez, que ce soit en individuel ou en collectif. Bien, ce que je ne comprends pas très bien, c'est concrètement, si Nantes est retenue, quelles sont les retombées? C'est quoi? C'est de l'argent? C'est une reconnaissance internationale? C'est des marchés nouveaux pour les entreprises nantaises? C'est quoi? C'est un peu tout ça. Donc, d'abord l'argent, je vais commencer par ça. Donc aujourd'hui, sur la table, il y a 200 millions qui sont dédiés pour financer ce qu'on appelle le développement d'accélérateurs. Donc un accélérateur, c'est un incubateur plus, c'est-à-dire donc c'est des projets privés, pardon, j'ai oublié de préciser ça, donc c'est des accélérateurs privés. Donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner en fait, les accélérateurs privés, c'est le trait d'union de start-up. Start-up, c'est vraiment faire en sorte que, comment on fait pour faire en sorte que depuis le début, on fait germer l'idée et puis on en fait le tech champion. Donc ça peut être de l'accompagnement, ça peut être du financement, ça peut être de l'hébergement, ça peut être ce qu'on appelle tout le système de mentoring, et puis ça peut être surtout du réseau, du carnet d'adresses, parce que souvent ce que les start-upers ils ont besoin, c'est du carnet d'adresses. Ce qui n'est pas forcément une logique d'incubateur qu'on a l'habitude de percevoir au premier abord. Donc premier élément, 200 millions à se répartir sur les villes qui seront labellisées pour des incubateurs privés à hauteur de... Donc c'est un fonds d'investissement sur capital à hauteur de 1 euro, a priori, on n'a pas les règles encore, ça c'est encore en phase expérimentale. Deuxième élément, c'est de la notoriété internationale, puisqu'en fait il y a 15 millions d'euros de budget qui sont dédiés pour valoriser la French Tech à l'échelle internationale. Donc là, c'est de l'accompagnement des entreprises sur des salons, c'est ce qu'on appelle des learning expeditions, c'est envoyer quelques entrepreneurs pour aller découvrir un système vibrant. Par exemple, aller en Israël aujourd'hui, c'est plutôt là que ça se passe. Si on veut aller découvrir effectivement sur certains secteurs quelles sont les entreprises et quels sont les usages qu'on peut anticiper pour demain, ou sur tout ce qui est la ville connectée, il y a d'autres villes qui sont en learning expedition. Tout ne se passe pas à la Silicon Valley, il faut le dire. Et il faut qu'on arrête d'envoyer trop de gens à la Silicon Valley, parce qu'on en a envoyé beaucoup. Et puis je pense qu'il y a d'autres systèmes vibrants, des espaces vibrants aujourd'hui qui émergent et sur lesquels on peut déjà peut-être un peu plus anticiper. Donc 15 millions, 200 millions. Et puis surtout pour les start-upers, pour les métropoles qui seront labellisées et les start-upers de la métropole, il y a un ticket d'entrée de ressources mutualisées qui sont en fait des bureaux. Dans toutes les métropoles qui seront labellisées, il y aura la possibilité d'avoir des espaces de coworking. Donc vous allez à Toulouse, vous allez à Marseille, s'ils sont labellisés, vous aurez la possibilité de profiter des espaces. Et à Paris, c'est la Halle Fraissinet qui est le gros projet de Xavier Niels de réhabilitation de la Halle Fraissinet pour avoir 1000 start-upers. Et donc là, vous aurez un ticket pass pour le Paris gratuit. Donc pour nos start-upers, c'est effectivement concrètement à la fois de la notoriété à l'échelle internationale sur des budgets pour aller chercher et aussi des ressources d'hébergement coworking dans toute la France. Dans l'Ouest, d'autres villes sont-elles susceptibles d'être labellisées? Moi, si je pouvais influencer moi je dirais c'est Rennes et Nantes. C'est pas Rennes ou Nantes, c'est Rennes et Nantes. Je crois beaucoup à la coopération Rennes-Nantes, alors avec d'autres casquettes universitaires, vous savez tous les mouvements qui sont aujourd'hui en train de s'opérer envers Rennes. Aujourd'hui, effectivement, j'aimerais bien dire Rennes et Nantes,
dans le Grand Ouest, ce qui permettrait de faire une petite boucle voilà, du Grand Ouest, ou si on a une délégation internationale, ce serait bien de faire découvrir Rennes et Nantes. Alors, on est un peu dans le modèle des investissements d'avenir, sujet auquel on s'est intéressé de très près à Place Publique. On avait même organisé un colloque là-dessus, et on ne peut pas dire que le succès a été éclatant pour l'université nantaise. Ah, ça, c'est moins qu'on puisse dire. Donc là, je reprends une casquette un peu plus universitaire, désolé. Donc effectivement, sur ce qu'on appelle le plan d'investissement d'avenir version 1, PIA 1, on a été retoqué. Pour une raison, c'était pas la science. Le dossier scientifique était valide, était même souligné comme étant de très bonne qualité. Par contre, c'était la gouvernance. Une gouvernance qui n'était pas assez solide, pas assez anticipée, pas assez mature, je pense, effectivement. Donc là, on est dans la PIA 2. D'ailleurs, le dossier French Tech et les financements, je vous parle, ils s'inscrivent dans ce plan d'investissement d'avenir, version 2. Donc c'est pour ça aussi que je fais la résonance et l'écho avec le fameux projet IDEX. Alors je suis désolé, mais l'IDEX et les investissements d'avenir, c'est des budgets assez conséquents dans les plans d'investissement, dans lesquels on est en train de répondre à l'échelle birégionale sur un axe fort Nantes-Rennes. Donc on répond avec Rennes et Nantes sur le dossier IDEX, dont le numérique fait partie, est un des quatre volets stratégiques. On a la mer, on a les matériaux, on a le numérique, et on a le dernier que j'oublie toujours, je suis désolé. Aéronautique. Non, alors agroalimentaire, celui-ci est encore en décision. Bon voilà, tout ceci est en gestation à l'heure actuelle, puisqu'il faut rendre le dossier, je pense, fin d'année. Donc effectivement, alors tout ça pour revenir sur ce plan d'investissement d'avenir, on n'a pas été bon sur le premier, non pas sur la science, mais sur la gouvernance. Aujourd'hui, on est dans cette logique de construction de l'UBL, on en parlait tout à l'heure, hein, l'Université Bretagne-Loire, tout reste à faire, tout reste en gestation. On a quand même une grande démarche, puisqu'il y a 6 universités sur 7 qui se sont inscrits dans cette démarche-là. Donc on est quand même dans une vraie construction, puisqu'on y travaille, enfin tout est... les statuts sont en cours de rédaction, donc on est quand même dans une démarche plutôt positive. Maintenant, effectivement, avec ce qui se passe dans l'actualité, même nous, on ne sait pas, effectivement, est-ce que l'un va servir l'autre, est-ce que l'autre va servir l'un, si je peux m'exprimer ainsi, on verra bien. En tout cas, pour la science, pour les universités, pour la recherche, la fusion des deux régions a un sens. Je ne fais que redire ce qui a été dit par la plupart hier dans les journaux et à la conférence. Bien, vous avez dit quasiment en introduction que la question du numérique, c'était pas seulement une question d'infrastructure, c'était pas seulement une question économique. Bon, c'est là-dessus qu'on a plutôt insisté jusqu'à là maintenant, mais c'était aussi une question politique. Alors, qu'entendez-vous par là ? Alors, effectivement, dans ma vision politique, c'est la vision... le politique doit aussi anticiper la révolution des usages et accompagner la révolution des usages ou la mutation de la société. Aujourd'hui, même si je suis adjoint numérique, j'ai aussi une réflexion sur en quoi le numérique peut être un accélérateur de formation, d'inclusion sociale. Donc, je ne fais pas que de l'économie, loin de là. Donc, le périmètre de mon action, c'est aussi un périmètre sur l'éducation. Aujourd'hui, effectivement... On a mis en place tout un tas de dispositifs numériques dans les écoles. Il y a un premier diagnostic à poser sur est-ce que c'était les bons outils ? Je pense qu'il y a des réussites, mais je pense qu'il y a des choses à améliorer. Est-ce que les mêmes outils doivent être déployés dans tous les quartiers ? C'est pareil, c'est une question qu'on est en droit de se poser aujourd'hui, parce que les quartiers sont différents, au même titre que les villes sont différentes. On fait pas la Smart City nantaise sera peut-être pas la même que la Smart City de Barcelone, qui sera peut-être pas la même que la Smart City de Rennes, même si les outils peuvent être transverses, la façon même et la vision politique qu'on en a de la Smart City, qui doit être inclusive par rapport aux citoyens, ce sera peut-être pas la même. Donc pour répondre à votre question, le numérique aujourd'hui, c'est pas qu'un enjeu technique pour le politique, c'est aussi un enjeu, on va peut-être y venir aussi tout à l'heure sur le dialogue citoyen et la réforme sur la gouvernance plus ouverte, mais en tout cas sur l'enjeu de société, c'est aussi pour moi une vision qu'on a de l'éducation, c'est une vision qu'on a du rapport à la culture, et c'est une vision qu'on a de la citoyenneté en tant que telle. Donc aujourd'hui, je ne veux pas dire que je vais porter cette vision tout seul en tant qu'adjoint numérique, je vois aussi mon conseiller aussi qui est au fond de la salle, Salim Mounir. Il
il faut qu'il y ait une... Je parlais tout à l'heure d'approche systémique de cette révolution. Je pense que le problème, il est là. Et la solution. Le fameux pharmacon de notre ami Bernard Stiegler. Le numérique, c'est à la fois le problème et la solution. Si on considère effectivement qu'on est en train de vivre une révolution, que le numérique, c'est pas que ce qu'on est en train de taper tous les jours, parce que cette vision-là, elle est un peu pour moi derrière nous, quoi. Le numérique, elle est en train il va au-delà du simple usage de l'objet. Parce qu'on a même cette fameuse, ce qu'on appelle la pensée numérique, l'esprit start-upper qu'on essaye de digitaliser l'industrie. Digitaliser l'industrie, c'est pas juste mettre des outils informatiques au service d'un métier ou d'un usage. Ça va bien au-delà, quoi. Ça veut dire que même dans les modes organisationnels et la façon de travailler, tous dans la salle, vous ne connaissez pas peut-être le mode start-upper, qui est quand même un peu une façon de travailler qui va au-delà du cliché suite à capuche et puis pouf, dans lequel on est mal assis. Ça, c'est le cliché parce que des fois, on a des poufs, on est mal assis dans les entreprises. Je ne sais pas comment ils font pour travailler longuement. Il faut quand même un peu de confort. Cet esprit aussi de start-up, c'est vraiment, pour moi, c'est la créativité au quotidien. Et dans les entreprises, souvent, on n'a pas cet esprit-là. On a un esprit plutôt organisationnel, hiérarchique. Alors, certains métiers ne s'y prêtent pas, quoique certains défenseurs, d'un point de vue recherche de cette vision-là du créatif au quotidien, vous diront que de toute façon, on peut être créatif dans tous les métiers. C'est juste que la façon même d'organiser la structure, qui n'est pas forcément liquide, ça ne fonctionne pas. Donc pour moi, le numérique, c'est aussi ça, c'est cette révolution effectivement de la façon d'organiser, de susciter la créativité au quotidien dans le monde du travail. Et ce n'est pas que de l'infrastructure ou de la robotique qu'on va mettre au service de l'usine du futur. Ça, effectivement, c'est un pan. Mais c'est très réducteur de voir qu'effectivement, le numérique, ce n'est que de l'instrumentation. On est bien au-delà de l'instrumentation. Et les gens qui ont compris ça, qui font du design thinking, etc., ils sont dans une approche d'entreprise beaucoup plus fluide, beaucoup plus créative, et dans lesquelles, en fait, les employés, ils sont juste... c'est trop cool, quoi. Alors, je vous écoute avec intérêt et avec sympathie, mais j'éprouve quand même un semblant de réserve. Vous savez, il y a à peu près un siècle, quelqu'un qui est resté dans l'histoire, qu'on appelait Lénine, disait le socialisme, c'est les soviets plus l'électricité. On a l'impression d'une démarche un peu analogue. Alors les soviets, non, bien sûr, ça fait longtemps qu'on n'en parle plus, mais alors je ne sais pas si on parle encore de socialisme aussi, mais enfin... l'avenir radieux de Nantes, ça serait, je ne sais pas, le conseil de développement plus le numérique, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de fétichisme de la technologie ? Peut-être, ouais, tout à fait. Non, mais encore une fois, la finalité, c'est pas de dire que le numérique, ça va résoudre tous les problèmes. Vous avez tout à fait raison. Hein, ces époques-là sont complètement révolues. Je suis pas le magicien avec sa baguette magique en disant regardez, Francky Trichet, nouvel adjoint. Oups là, tout est joli, tout est beau. En fait, l'idée, c'est juste de fluidifier. On va dire, tous les pans d'économie, si on se détache sur l'économie, d'accord ? Vous avez compris que l'économie, pour moi, c'est une priorité, créer de l'emploi, et on va créer de l'emploi dans le numérique, vous inquiétez pas. Donc oublions ce pan-là, et si on veut voir effectivement en quoi l'économie peut être un Eldorado, on va dire, de la société de demain, quoi. Non, ça ne sera pas un Eldorado de la société de demain, parce que le numérique, encore une fois, c'est à la fois de l'outillage, de l'instrumentation, mais aussi une façon de changement du logiciel de pensée, c'est un peu l'esprit, c'est toujours une putade qui me fait bien rire, parce qu'en fait on remet le logiciel de pensée, donc une instrumentation numérique dans l'expression, mais ça se décrète pas, ça s'accompagne, ça s'incite, mais aujourd'hui, penser la société autrement via le numérique, moi j'ai envie de dire que quelque part... moi, je vais prendre juste un exemple pour moi, entre moi et ma fille. Je vais peut-être essayer de m'expliquer comme ça. Moi, quand j'étais petit, en fait, on m'a appris à faire les choses. Et puis, cette logique de curiosité, de créativité, on me l'a jamais insufflé, en tout cas. Parce qu'on était dans une société très ingénieur. À l'époque, il fallait être ingénieur. Et puis voilà. Moi, j'ai une fille qui a 10 ans. Et j'essaye justement de ne pas refaire, entre guillemets, cette logique d'excellence, d'ingénierie, de la maîtrise de l'outil à tout prix, et plutôt d'avoir une logique de déconstruction de l'outil pour en revenir sur les usages. C'est cet esprit-là que j'ai envie, en fait, que je pense que le numérique peut insuffler dans la plupart des pans, des filières économiques qu'on a aujourd'hui, de la façon de penser. C'est cette façon de se dire...
Alors, quand on était petit, on les cassait aussi, les voitures. Je vois bien cette logique-là. Mais c'est pas que casser la voiture pour aller voir ce qu'il y a dedans. Ça, c'était un peu l'esprit, effectivement. Oh là, il est curieux, il est curieux, mais pas forcément créatif. Là, c'est l'esprit de se dire que le numérique doit justement avoir une logique de créativité et faire en sorte que on admette plus l'échec, déjà, parce que voilà, être créatif, c'est aussi à un moment donné savoir reconnaître que l'innovation, on peut aussi avoir des échecs. C'est aussi de se dire que moi je travaille surtout pour la nouvelle génération. Cette logique créative, elle doit être insufflée, insistée par le numérique. J'en veux pour exemple en fait tout un tas de petites applications qui sont mises à disposition des enfants aujourd'hui, qui en fait vont vraiment sous une démarche un peu de construction, peut-être ludique, peut-être futile, qu'importe, mais en tout cas derrière, on voit bien que la démarche, elle est vraiment être là pour être soit créatif, et pourquoi pas, va jusqu'au ce qu'on appelle détournement d'usage. Ça, c'est bien aussi comme esprit. Donc le numérique rendra nos enfants agiles. Mais oui, revenons à la question de la démocratie locale. Je vous avais interrogé là-dessus et vous m'avez répondu que le numérique pouvait être un accélérateur de gouvernance ouverte. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis? Alors, je vais repartir sur la logique d'open data qui, pour moi, effectivement, libérer les données publiques, c'est une façon de tout à chacun de pouvoir aller consulter librement avec des outils, alors des fois pas forcément adaptés, qu'il faut peut-être améliorer, mais en tout cas, l'accès à la donnée est présente. Pour moi, accéder à des données de budget, par exemple, accéder à des données qui sont effectivement la propriété, le bien commun, c'est quelque part, pour moi, accélérer ce dialogue et accélérer cette logique de gouvernance, parce qu'à partir du moment où on a la donnée, déjà, c'est une première étape. Ne pas avoir la donnée, déjà, cette gouvernance, elle est pas du tout ouverte. Ensuite, on peut mettre à disposition aussi des outils qui vont faire en sorte que le citoyen puisse réagir face à cette donnée, quelle que soit la réaction envisagée. Ça peut être une réaction positive, ça peut être une réaction plutôt négative, j'entends bien. Ça peut être aussi des propositions. Donc le numérique peut être un accélérateur de dialogue entre, on va dire, les gens qui sont aux manettes et puis les gens qui peuvent subir parfois les injonctions de la voiture des personnes qui ont aux manettes. Cette logique-là, en fait, le numérique, via tout un tas d'outils, elle facilite le rapport et surtout la confiance. Qu'en fait, peut-être le plus important dans tout ça, c'est la confiance que les citoyens peuvent avoir aux gens qui sont sur les manettes. Publier les données, rendre plus transparent, c'est une première étape, et donner les moyens d'agir, donc c'est fameux agir sur le système, ça c'est une deuxième étape, et le numérique, au moins en tout cas dans le rapport, le dialogue qui peut s'instaurer entre les élus et le citoyen lambda, on voit bien aller bien au-delà des forums, mais on peut imaginer tout un tas d'outils, de portails collaboratifs ouverts où les gens peuvent s'exprimer et puis qu'à un moment donné, forcément, on peut imaginer des règles un peu plus complexes ou des micro-référendums locaux qui permettraient tout à chacun de pouvoir faire remonter au moins le fait que là, il y a un mécontentement, là, il y a un problème et il faut le résoudre. Donc l'open data est pour moi une vraie démarche. D'ailleurs, on peut quand même se féliciter sur le territoire nantais d'avoir une initiative open data qui est reconnue, alors nationalement c'est sûr, et internationalement. Donc cette démarche qui vise justement à publier, à rendre accessible à tout à chacun sur des portails qui sont maintenant mutualisés entre le conseil et la région, tout un tas de données, alors qui peuvent être des données sur la localisation des arbres, pour pouvoir derrière s'approprier des applications qui seraient un compteur GGR d'allergie, par exemple. À partir du moment où vous avez tous les arbres, vous êtes allergique, vous dites, oh, bah là, faut pas que... Et vous pouvez faire du calcul d'itinéraire en fonction de potentiels allergènes sur les arbres, alors qu'on n'est même pas en temps réel. Le Graal de l'open data, c'est les données temps réel. Ça, c'est ce qu'on appelle la ville fluide, donc être capable d'avoir toutes ces données temps réel, quelle que soit la nature des données. Et les données temps réel jusqu'aux données politiques, décisions. Si on pouvait avoir les décisions en temps réel qui sont en open data. Alors après, il y a des problèmes techniques de compilation, d'agrégation des données qui sont des problèmes temporels. Là, c'est pas forcément un problème de décider d'y aller. C'est aussi, à un moment donné, il faut être capable d'agréger ces données-là. Je voudrais qu'on aborde un dernier sujet avant que Philippe ne prenne la parole et avant qu'on la donne
à la salle, c'est celle, moi aussi, je vais jargonner en globiche, c'est celle de la smart city, de la ville intelligente, qui est un des fils aussi qui court dans ce dossier. D'abord, pourriez-vous nous dire ce que c'est que la ville intelligente? Y a-t-il des villes idiotes? Je pense qu'il y a aussi des villes intelligentes idiotes. Alors, le concept de ville intelligente, bon, je ne vais pas donner des définitions formelles, plutôt donner des visions un peu... la vision la plus partagée aujourd'hui, qui était partagée jusqu'à ce jour, c'était une ville où, en termes d'infrastructure, on avait une ville très connectée, où on avait des capteurs de tout et de rien, mais des capteurs du nombre de voitures qui passent au feu rouge, capteurs du nombre de fois où une porte de la mairie pourrait être ouverte. Donc ça, c'est l'infrastructure de la ville intelligente. C'est la ville qui, à un moment donné, capte tout un tas de fluidités. Ces fluidités, ça peut être des fluidités liées au transport, à la mobilité, des fluidités. Donc la ville intelligente, c'est quand on voit un panneau lumineux qui vous dit voilà, vous serez dans 18 minutes place Bretagne. C'est la ville, oui. Pour certains, la ville intelligente, c'est celle-ci. C'est pas mon acceptation du terme de la ville intelligente. En tout cas, jusqu'à présent, la ville intelligente, c'est celle-ci. C'est celle où on met tout un tas d'infrastructures. Et puis, on essaie de créer des structures à partir des données captées par ces infrastructures. Mais ça, c'est une première vision qui est très intéressante déjà de la ville intelligente. Parce que ça permet tout à chacun... Si on replace l'utilisateur dans ma vision au centre, une ville intelligente, c'est une ville qui rend des services, entre guillemets, intelligents aux utilisateurs. Ou en tout cas, qui fait en sorte que l'utilisateur va être plus intelligent. Intelligent au sens pour vivre sa ville. Donc au quotidien, être plus intelligent pour vivre sa ville, c'est éviter d'être dans les embouteillages pendant 10 heures. C'est une forme d'intelligence que si on avait l'info, on passerait par les petits raccourcis et puis on gagnerait du temps et puis productivité, etc. Une forme intelligente, c'est voilà, si je suis asthmatique ou si j'ai des allergies, vivre ma vie plus intelligemment, c'est anticiper justement ces circuits un peu problématiques. Donc ça, c'est la première vision. La deuxième vision, c'est une vision un peu plus, on va dire, citoyen intelligent, smart citizen, comme on dit souvent. C'est de faire en sorte justement que comment on peut changer les comportements des individus collectivement, individuellement de fait, mais aussi collectivement. Et ça, c'est la vision que je vous avais déjà un peu évoquée, cette vision de la ville où en fait on a le pouls de la ville qui est capté et qui surtout est restitué aux individus qui vont prendre des décisions collectives intelligentes pour différentes finalités, que ce soit une rencontre, comme je disais, voilà. Il n'y a rien de plus pire qu'à un moment donné, être dans les transports en commun et de rencontrer toujours les mêmes gens dans les transports en commun et jamais rentrer dans un dialogue, quel qu'il soit. Donc on avait exprimé le fait à un moment donné, que la ville soit capable de vous géolocaliser, d'identifier éventuellement vos envies de rencontre, quels qu'ils soient, d'ailleurs que vous contrôlez de toute façon. Et puis qu'on puisse favoriser à un moment donné des rencontres des gens des vins naturels qui se rendent compte qu'effectivement tous les jours ils prennent le même bus, quasiment peut-être au même endroit, et puis ils ont une passion commune, ils ne le savent pas, et puis ça permet justement de faciliter la rencontre. Ça, c'est des villes qui se veulent intelligentes. La ville intelligente, c'est la ville aussi qui pour moi est plus en phase justement en termes de gouvernance, qui a un rapport de gouvernance plus proche. Alors que c'est pas une ville où tout le monde va donner son avis pour faire changer justement la façon de vivre la ville, mais c'est une ville qui en tout cas est capable de capter ou d'anticiper, peut-être le plus dur, mais déjà capter les situations de blocage, qu'elles soient des situations de blocage en mobilité, que ce soit des situations de blocage en termes de sécurité, que ce soit des situations de blocage en termes d'éducation. Une ville intelligente se doit effectivement d'avoir, via les données ouvertes, qu'on puisse faire du prédictif. Alors c'est mon domaine de recherche, alors forcément c'est des choses qui me passionnent. C'est comment effectivement fouiller dans les données pour prévoir des comportements à risque. Je prends l'exemple des réseaux sociaux que je vous avais déjà évoqué. Donc moi je travaille sur l'analyse des réseaux sociaux, de la fouille d'opinion sur le web. Une ville intelligente, c'est une ville qui est capable à un moment donné de tout de suite détecter que effectivement il y a une opinion qui est en train de... il y a un sujet de discussion qui cristallise aujourd'hui les réseaux sociaux. Souvent, les médias vont prendre effectivement le relais, mais très en amont, on peut voir aussi des grandes tendances et des sujets récurrents qui sont traités par les gens sur les réseaux sociaux. Une ville intelligente, c'est une ville qui est capable de cartographier quelles sont ces communautés de pratiques et d'intérêts. Aujourd'hui, par exemple, la seule façon de voir si
je vais prendre un autre exemple, parce que sinon sur Nantes, ça peut être compliqué. S'il y a beaucoup de golfeurs à Nantes, je sais que c'est un exemple moins intéressant. Donc la seule façon, effectivement, de pouvoir voir quelles sont les préoccupations des golfeurs nantais, est-ce qu'ils ont des problèmes, comment on fait aujourd'hui pour... Alors que si vous analysez les fils Twitter, les médias sociaux de façon globale, vous allez être capable d'avoir tout à fait d'anticiper tous ces problèmes. Je prends toujours cet exemple parce que j'ai travaillé avec la ville de Saint-Jean-de-Mont. On développe un outil justement d'intelligence, d'observation et d'intelligence des médias sociaux pour faciliter encore une fois la ville de demain. On s'était rendu compte en analysant les réseaux sociaux qu'il y avait une communauté des kitesurfers qui était très contente du site, du spot de Saint-Jean-de-Mont, parce qu'il y a beaucoup de vent, le vent est régulier. Donc quand on analyse tous les fils Twitter, tout ce qu'ils échangent entre eux, on se rend compte qu'ils sont super contents. Le spot, il est top, super session. Par contre, c'est le côté négatif, parce que les choses positives, on peut les omettre. Le côté négatif, c'est qu'il y avait un gros problème de stationnement, qu'il y avait une barrière. Tout le monde se plaignait de cette barrière, qui était effectivement une barrière qui empêchait les gens d'aller à proximité du spot. Et surtout, le deuxième problème, plus important, c'est qu'il n'y avait pas de système d'eau pour rincer son aile. Or, un kitesurfer, l'aile, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour lui. Parce que l'aile, ça ne doit pas trop prendre de sel, ça coûte très cher et c'est très, très fragile. Donc il faut toujours essayer effectivement d'avoir des systèmes pour rincer ses ailes, etc. Donc on a découvert qu'effectivement, intelligence économique, que le territoire se devait effectivement de répondre. Et jamais un kitesurfer il va se plaindre à la mairie en disant ça serait bien si on pouvait, parce que souvent les gens ne sont pas d'ici, ils sont de passage. Et donc voilà comment on fait de l'intelligence économique. Et on est même allé plus loin parce qu'il y a même un hôtelier qui s'est rendu compte de ça et qui propose maintenant, pour attirer les kitesurfers qui souvent ont du pouvoir d'achat, dans son hôtellerie, principe de différenciation, il propose justement un service de son hôtel spécialisé pour les kitesurfers avec un séchage d'ailes et nettoyage d'ailes. Voilà un exemple concret de comment, à partir d'une grogne sur les médias sociaux, on peut le transformer, on peut faire un territoire plus intelligent et surtout le transformer en valeur économique pour les acteurs qui peuvent trouver ici des éléments de différenciation. Une dernière question. Tout au long de notre dossier, il y a deux visions de la ville intelligente qui se détachent. Il y a une ville intelligente qui repose sur la connexion des infrastructures. Une ville fluide, un peu automatisée, qui pourrait d'ailleurs être livrée clé en main ou quasiment par un certain nombre de grands groupes mondiaux. Et puis, une autre vision, notamment dans l'entretien avec Antoine Picon ou dans l'entretien avec Bernard Stiegler, où eux, ils insistent plutôt sur la notion pour reprendre l'expression de Stiegler, de territoire apprenant. Comment vous vous situez dans ce débat ? Est-ce qu'on peut opposer une vision à l'autre ? Est-ce qu'on se situe sur des plans différents ? Est-ce qu'il y a des synthèses possibles ? Ouais, je pense qu'on peut tout à fait hybrider les deux. Moi, je vois bien la vision de Bernard Stiegler sur ce territoire réflexif, comme il parle aussi, territoire apprenant. De toute façon, l'aspect infrastructure, elle est nécessaire. Donc, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour faire la ville intelligente de demain. Il y a un moment donné, on est obligé d'avoir de l'infrastructure pour agréger les données, pour capter les éléments, voilà. Donc les grands groupes, à un moment donné, on peut faire d'infrastructures sur les grands groupes, dont acte. Ça peut peut-être prendre plus de temps. Après ça, c'est des choses à évaluer financièrement, voir comment voilà. Ça, j'ai pas d'avis préconçu. Tout dépend en fait de ce qu'on veut en faire. Moi, ce que je crois par contre, c'est qu'il faut dès le départ mobiliser les smart citizens dans la démarche smart city. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit trop de projets arriver dans lesquels les services sont délivrés, peut-être à la chaîne, sous forme d'armoire. C'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Arriver de Barcelone, déployer la même solution Smart City à Barcelone et à Nantes, est-ce que ça a un sens ? J'ai envie de dire, comme ça, non. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes, parce que les zones, l'infrastructure, la ville n'est pas la même. La ville n'est pas structurée de la même façon, elle ne vit pas de la même façon. Donc pour moi, il faut se méfier effectivement des structures. Par contre, on en a besoin d'une infrastructure. Après, il faut l'adapter à chacune des villes, etc. Là où je rejoins Bernard Stiegler, c'est qu'effectivement, la ville apprenante, c'est le territoire apprenant, il est pour moi, par essence, c'est la Smart City, quoi.
Bon, Bernard dit pas, je pense qu'il n'y en a pas besoin d'infrastructure. Je n'ai pas dit qu'il l'avait dit. Hein. Parce que bon, il y a quand même besoin d'infrastructure pour que ça fonctionne. Par contre, il faut effectivement qu'on remette, dès la co-construction du projet de la Smart City, il faut qu'on ait les habitants, les occupants, les passants de la ville, il faut les mobiliser pour essayer d'anticiper effectivement quels sont leurs besoins. Ça me paraît une évidence. Et c'est pas forcément ce qu'on voit émerger aujourd'hui sur les solutions qui peuvent être déployées à droite à gauche, dans lesquelles on est plus dans une approche, voilà, on a des solutions ad hoc, on les déploie, on va avoir une appli, on est capable de taguer le nid de poule, on est capable de taguer, on est capable de gérer effectivement l'éclairage public, etc. Ok, dont acte, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour faire en sorte de transformer un citoyen en smart citizen? C'est pas forcément ce que... Je pense que c'est pas la bonne chose. C'est pas suffisant en tout cas. Philippe ? Oui, alors je vais revenir un petit peu en arrière sur votre fonction. Vous êtes adjoint à l'innovation et au numérique. Et je vous entends beaucoup parler d'économie et je me pose la question de savoir si ça ne devrait pas relever cette mission-là de la métropole. Ah, mais je suis aussi à la métropole. Je suis ici conseiller à la métropole. Mais avec une casquette aussi, innovation et numérique ? Oui, complètement, oui. Enfin, une casquette, oui. De toute façon, la plupart des chantiers que je porte, c'est métropolitain. Si vous voyez aujourd'hui, le dossier French Tech, c'est un dossier métropolitain. Voilà. D'accord. Non, mais c'était important de le préciser puisque ça n'apparaissait pas dans l'échange. La deuxième question qui me vient, c'est la ville intelligente. Je vais prolonger un petit peu ce qui vient d'être évoqué. On imagine cette ville avec des capteurs partout. Vous parliez de confiance et en gros l'importance que la confiance doit avoir dans le développement du numérique. Et en même temps, on ne peut pas ne pas penser à évidemment cette surveillance permanente, c'est-à-dire que partout il y aura des capteurs, donc en permanence on va être suivi et on va évidemment avoir quelques craintes, quelques inquiétudes par rapport à ça. Alors qu'est-ce que vous, élus, par rapport à ce développement qui paraît séduisant de la ville intelligente, comment vous abordez cette question de la confiance, de la surveillance? On a l'impression aujourd'hui, enfin on n'a pas l'impression, on est rentré dans une société de surveillance. Comment le citoyen est protégé de cette surveillance qui a des côtés tout à fait évidemment négatifs. Pour prolonger l'interpellation de Philippe Audic, là dans l'entretien qu'on a avec Antoine Picon, il dit trop souvent aujourd'hui c'est le privé qui fait la ville, la tâche du politique se réduisant de plus en plus à ne pas entraver la bonne marche des opérations. Alors vous avez bien compris, vu ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'était pas ma vision des choses. Je parlais de co-construction, j'ai parlé que les grands groupes on en a besoin, mais c'est pas eux qui vont effectivement imposer les solutions. Alors pour revenir effectivement sur la confiance et sur ce côté Big Brother is watching you, le premier élément, je pense, qui est important, c'est de pouvoir que toutes les données soient anonymisées, toutes les procédures d'extraction le sont. D'un point de vue scientifique, c'est un vrai enjeu, c'est une vraie problématique sur laquelle on travaille. D'ailleurs, on a des chercheurs qui sont spécialistes à Nantes sur ce problème de rendre anonymes les données. Et donc ça, c'est un premier enjeu. Alors c'est un enjeu politique parce qu'effectivement, il suffit juste de le statuer et c'est comme ça. Le deuxième élément, donc oui, et c'est un enjeu scientifique et de déploiement, on va dire, des outils associés, parce que c'est quand même pas c'est facile de le dire, mais c'est peut-être pas forcément si facile de le faire à partir du moment où les gens ne prennent pas conscience de ce qu'ils font en termes d'usage. Et ça, c'est aussi un problème, et ça, on va pas refaire le monde d'aujourd'hui. On pourrait débattre pendant des heures sur cette problématique. On sait bien tout ce qui peut se passer sur Facebook, qui plus est sur les jeunes. Donc il y a aussi un problème de formation, de littératie, ce qu'on appelle l'acculturation, la sensibilisation à la culture numérique. Aujourd'hui, les jeunes, il faut les accompagner, donc on a toute une démarche d'acculturation, effectivement, en lien avec tout un tas de partenaires, d'ailleurs, pour faire en sorte que les gens comprennent que les jeunes, mais pas que les jeunes, qu'aujourd'hui, il y a 2 sociétés au monde qui détiennent le marché, c'est une situation quasi monopolistique de toutes les données privées. Il faut juste le savoir. Voilà, vous prenez Facebook, vous prenez Twitter, et vous avez quasiment... ils sont détenteurs
2 millions de vies aujourd'hui qui sont exprimées, qui sont photographiées, qui sont bientôt filmées. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est même... Ça fait peur, parce que même quand il y a même des enquêtes d'opinion qui montrent que certaines le savent, mais ils sont prêts à en payer le prix. Mais par contre, ils n'ont pas compris le prix qu'il peut y avoir derrière. Et ça rejoint votre question que vous avez dit tout à l'heure, enfin que vous avez posée, c'est-à-dire que cette logique de confiance, en fait, chez les ados, chez les jeunes qui sont plutôt des grands utilisateurs, et qui seront les utilisateurs de la ville intelligente de demain, ils sont déjà dans une culture qui n'est pas la bonne. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire changer. Parce qu'ils sont dans une culture dans laquelle, moi, c'est le prix à payer, ça ne me dérange pas que tout le monde voit mes photos, que mes photos soient diffusées. Sauf que quand ils auront notre âge, ils auront peut-être cette logique qui va s'inverser. Donc le droit à l'oubli, c'est quelque chose qui est aussi important. On l'oublie souvent. Le droit à l'oubli est imposé effectivement à tous les acteurs privés et ce qui n'est pas encore même d'un point de vue plus... On sort du périmètre nantais. Le droit à l'oubli, c'est une vraie problématique qu'il faut statuer. Et d'ailleurs, on a quand même la secrétaire d'État qui travaille aussi sur cette logique-là. Donc il faut qu'on puisse effectivement, nous en tant que politique, être garant au moins d'un point de vue infrastructure et d'un point de vue contractuel, mais aussi d'un point de vue formation, c'est ce que je reviens tout à l'heure. Il faut qu'on arrive à acculturer effectivement le jeune public, et pas que les jeunes d'ailleurs. Il y a l'association Médiagraphe qui fait un travail formidable effectivement sur cette logique-là. Donc la cible n'est pas du tout les jeunes, plutôt des personnes âgées qui ont des problèmes, mais aussi qui se disent, tiens, mais aujourd'hui, Facebook, comment je configure mon compte Facebook pour que justement j'ai pas de façon automatique et des paramètres par défaut qui font que tout le monde peut accéder, entre guillemets, à une partie de ma vie privée. Donc être le garant, j'ai pas apporté beaucoup de solutions, si ce n'est que j'ai juste redit que le droit à l'oubli c'était important pour moi, être le garant sur le privé, et puis surtout sensibiliser, acculturer, pour faire en sorte que les gens prennent conscience, parce qu'en fait c'est juste très en amont dans l'usage qu'il faut travailler. Et c'est aussi le rôle de politique de faire en sorte qu'effectivement cette acculture, ce qu'on appelle la littératie numérique, ça soit un enjeu important. Et donc accompagner dans les écoles, accompagner les associations et accompagner toutes les initiatives qui font qu'effectivement le numérique, on en fait de la créativité, mais on décortique aussi ce que ça veut dire. Ok, il y aurait beaucoup d'autres questions, mais on va laisser la parole à la salle. Je voudrais quand même dire 2 ou 3 choses sur... vous n'avez pas beaucoup parlé des médias, donc nous au Conseil de développement, on considère qu'un territoire sans médias est un territoire qui a peu d'avenir. Or, les médias sont très chahutés par, évidemment, ce qui se passe en matière numérique. À la fois, les médias traditionnels souffrent, et en même temps, il y a de nouvelles formes de médias qui se développent. Donc, je ne sais pas si vous avez un regard par rapport à ça, mais vous pourrez peut-être dire un petit mot. Sur l'open data, c'est évidemment un sujet qui nous intéresse également beaucoup au Conseil de développement. Donc, très bien de libérer les données. En même temps, pour le moment, les données qui sont libérées sont relativement anodines. C'est effectivement la liste des prénoms donnés à la naissance. Il n'y a pas que ça. Non, mais on est encore loin de permettre aux citoyens, effectivement, de comprendre quelles sont les grandes décisions prises par une collectivité. Donc, les budgets ne sont pas accessibles. Ils sont accessibles, mais pas accessibles dans l'appréhension et dans la compréhension et dans la lecture. Donc il y a tout ce travail. Donc nous, on est favorable évidemment à cette libération des données, et en même temps à celles qui sont les plus importantes du point de vue de la conduite des affaires sur un territoire. Et puis je terminerai peut-être sur un dernier point, parce qu'on vient de remettre, nous, nos conclusions sur la saisine qu'a formulée la métropole concernant le nouveau cœur métropolitain et les franchissements de Loire. Et dans nos propositions, il y a un chapitre laboratoire du numérique, c'est-à-dire le numérique, un outil pour permettre de participer au débat public, avec des systèmes, par exemple, type Dictanova, pour justement capter un certain nombre d'expressions de voyageurs à l'intérieur de l'agglomération, et qui, dans ces expressions, disent des choses. Voilà, donc j'ai envie de vous lancer un petit défi. Est-ce que vous pouvez regarder au moins cet aspect-là de nos propositions et nous permettre de développer ce laboratoire numérique autour de cette question du débat public, autour des franchissements et du cœur métropolitain?
Je vais regarder avec intérêt ces propositions-là, d'autant plus que je connais très bien le travail de Dictadora, puisqu'en fait, on travaille déjà ensemble. Je reviens juste sur vos deux premières remarques sur la place des médias et sur l'accessibilité aux données et surtout la digestion des données qui sont parfois volumineuses dans un cadre d'open data et sur lesquelles on n'a pas forcément je pense qu'il y a... Les deux sont liés. Il y a West Media Lab qui fait un travail remarquable avec ses Hub Labs, justement, sur comment effectivement on peut aller digérer les données pour faire en sorte qu'elles soient plus accessibles au grand public. Donc ça, je pense qu'il faut soutenir et poursuivre encore ces Hub Labs. On en a fait un récemment sur les données du sport qui a été un succès incroyable. Donc il faut les accélérer et pourquoi pas effectivement avoir des données plus en phase avec la gouvernance aujourd'hui à l'échelle métropolitaine. Et sur la place sur les médias, alors moi je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis tout à fait favorable. Alors là, je suis un fervent défenseur effectivement du virage numérique dans les médias qui est très 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 compliqué à aborder pour la plupart des médias aujourd'hui. Là par contre, moi j'ai pas de solution. J'ai un avis qui est de se dire qu'aujourd'hui il faut anticiper les usages, mais il faut observer ce qui se passe. J'ai l'impression que souvent les médias n'observent pas ce qui se passe dans les modes de consommation de l'information au quotidien chez les jeunes. Je pense qu'il y a une lacune. Alors peut-être que les jeunes consomment moins que nous. Ça c'est une réalité. Si ce n'est étant, quand je vois certains start-upers qui font émerger de nouveaux médias purement sur le web et qui ont des taux d'audience qui sont juste folles, qui font rêver tout le monde alors qu'ils sont partis d'un garage, c'est justement parce que c'était un jeune qui a monté le média. Donc la question que je me pose aussi, c'est que peut-être que dans certains médias, ça serait bien de mettre dans le comité éditorial des jeunes qui savent parler aux jeunes et qui savent ce que les jeunes ont envie d'entendre sur une actualité avec le prisme qu'ils veulent et le média qu'ils veulent. Donc cette logique de transmédia, c'est aussi une logique de... Voilà. C'est pas qu'on est trop vieux pour imaginer ce que les jeunes veulent, mais c'est parce que c'est quand même mieux d'avoir des jeunes qui parlent à des jeunes. Et l'exemple de cette start-up qui explose là, c'est juste une révélation qui montre que voilà, c'est QFD quoi. Et il va pas s'arrêter. Donc sur la place des médias, moi je soutiens de toute façon l'équipe de West Media Lab sur effectivement imaginer les nouveaux usages et anticiper les contenus numériques et faire en sorte que le virage numérique soit bien pris par tous les médias traditionnels, même s'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Et je pense qu'à Nantes en plus on a vraiment on a la chance d'avoir ce territoire géographique qui à la fois regroupe de grands médias, de beaux médias, et en plus il y a cette initiative portée par Julien et Philippe qui est quand même assez atypique d'avoir ce cluster avec des regards croisés sur les médias, à la fois des producteurs, à la fois des gens qui viennent du monde des startups, à la fois des institutionnels. Je pense qu'il faut qu'on continue ce terrain de jeu d'hybridation et qu'on mette les jeunes aussi dans la place, en tout cas sur la logique des médias chez les jeunes. La parole est à vous. Bonsoir, Bruno Dé du Conseil de développement. Bonsoir. Je vais vous poser une question un peu de provocation, n'y voyez pas l'agressivité de ma part. Vous avez cité, je crois, le nombre, du point de vue économique, de 19 000 emplois dans la métropole nantaise dans le numérique et 8%. Donc c'est merveilleux, les startups, etc. On rêve de ce développement un petit peu style Silicon Valley. Par contre, vous n'avez pas dit, et je comprends bien aussi, combien ça a détruit d'emplois. Alors, évidemment, ça peut passer pour un réflexe passéiste, mais quand on voit dans les grandes surfaces, les caisses automatiques, les billets de train qu'on doit acheter soi-même, enfin, à peu près, on doit tout faire soi-même. Il n'y a plus les services qui devaient créer tellement d'emplois, les délèguent aux clients directement. Et tout ça, non pas dans le but, non pas parce que les techniques progressent, mais aussi parce qu'on améliore la rentabilité d'une entreprise, on peut servir plus de dividendes. Je crois qu'il y a un aspect négatif. Je sais bien qu'on ne peut rien, on ne reviendra pas en arrière, il ne s'agit pas de ça. Et en plus, les emplois détruits ne sont pas récupérables. Une caissière de supermarché, elle ne va pas aller travailler dans une start-up du numérique. Je ne crois pas. Je respecte beaucoup son travail, mais malheureusement, elle n'a pas la formation pour. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aussi nuancer un peu le propos? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, non, mais vous avez complètement raison. Alors, le chiffre, je suis incapable de vous dire. Effectivement, je suis incapable de vous dire est-ce que le numérique sur la place, l'échelle métropolitaine, ça a détruit de l'emploi? Peut-être, mais ça en a quand même créé
peut-être plus que ça aurait détruit, ça c'est une évidence. Donc vous avez raison, hein, j'ai rien à rajouter de plus que ce que vous dites, si ce n'est que quand même, il faut quand même avoir une vision constructive des nouvelles technologies. Là, on ne va pas rentrer dans un débat trop marqué, mais les nouveaux métiers sont devant nous, quoi. Donc ces nouveaux métiers, il faut qu'on les accompagne, qu'on les invente en tant que politique aujourd'hui, en tant que père de famille aussi. Mais il faut aussi qu'on arrive à un moment donné. C'est pas que effectivement caissière dans une supermarché, c'est pas que c'est un métier dévalorisant. C'est juste que c'est un métier qui est en mutation, qu'il faut accompagner cette mutation. Et que peut-être que dans 10 ans, il n'y aura plus de caissières, mais il y aura juste des métiers qu'aujourd'hui, je ne peux même pas vous exprimer, quoi. Il y aura peut-être demain des dessinateurs d'objets 3D pour imprimantes. Peut-être que ça va être un métier qui va être... j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, rien n'est comparable. Mais il y a quand même cette mutation, cet accompagnement qui fait qu'aujourd'hui, il faut anticiper les métiers de demain plutôt que... Je ne suis pas sûr que le numérique en tant que tel détruit autant de métiers que ça. Au prorata de ce qu'il en crée. Schumpeter. Oui, Jean-Luc Huette. Je reviens sur un des derniers points que vous abordez, c'est-à-dire l'implication du citoyen. Vous nous avez expliqué que la pensée numérique était une pensée, on pensait autrement, on faisait autrement, travaillait autrement. Comment vous voyez la fluidité dans la relation avec le citoyen, dans le commun des mortels qui tous les jours a d'autres problèmes que de penser autrement? Comment vous voyez cette fluidité? Comment vous allez la développer? Je suis pas sûr de bien comprendre le périmètre de la question. Bon, grosso modo, la pensée numérique, c'est penser autrement, c'est travailler autrement. À côté de ça, vous avez le Nantais qui vit tous les jours sa vie quotidienne avec ses problématiques et ses problèmes de transport, ses problèmes de franchissement. Comment vous allez l'impliquer dans votre pensée numérique, qui est une pensée qui est construite autrement et qui va faire que, si vous voulez, il devrait réagir autrement. Donc comment concrètement vous allez le faire? Ah oui. Alors j'ai déjà cité tout à l'heure tout un tas d'initiatives, ce qu'on appelle les ateliers de co-construction ensemble, des hackathons, que je veux mettre en place effectivement au niveau des scolaires, au niveau d'accompagnement périscolaire, etc. C'est-à-dire que cette pensée numérique, la mettre très en amont chez les enfants. Vous allez me dire, c'est pas la cible que vous visez, voilà, c'est plutôt la personne de 30 ans qui va travailler, comment elle peut faire. Il y a de plus en plus, aujourd'hui, il y a un Fab Lab qui marche très très bien, qui est d'ailleurs saturé, donc ce Fab Lab qui est sur l'île de Nantes, dans lequel les gens qui ont des projets de construction d'une bicyclette, c'est peut-être un projet fou pour certains, mais c'est aussi c'est un projet qui peut justement, dans la logique, avoir une logique de créativité comme je veux faire. Ces gens-là peuvent aller au Fab Lab, par exemple. Donc démultiplier ce qu'on appelle les tiers-lieux d'innovation, c'est-à-dire faire en sorte que quelqu'un a un projet ou une idée, ou tout simplement veut à un moment donné rentrer dans une logique de construction créative, puisse à un moment donné être accompagné par des gens qui savent faire et rencontrer des gens qui sont aussi dans cette logique-là. Donc ça, c'est comment on fait pour attirer sensibiliser les gens à la culture du it-yourself, à la culture de la culture numérique, fabrique-le par toi-même, expérimente les choses, et puis tu vas rencontrer des gens dans ces tiers-lieux qui vont juste t'aider à penser aussi autrement. Au quotidien dans la voiture, je peux rien faire pour lui, si ce n'est lui donner des informations qui vont faire en sorte que il va pas penser autrement, mais il va faire un autre trajet pour éviter les embouteillages. Aujourd'hui, à part des associations qu'il faut qu'on soutienne, nous, d'un point de vue politique, qui font cette acculturation politique, les tiers-lieux d'innovation dans lesquels les gens vont aller pour aller voir les choses autrement, le quartier de la création dans lequel on va essayer de faire un quartier où justement on va essayer de faire les choses autrement, je ne peux pas vous dire plus pour changer Bernard, 30 ans, qui passe 2 heures dans les transports en commun s'il y a des embouteillages. Oui. Patrick Fresnel, Maison des citoyens du monde, Nantais également. Pour compléter la question de mon collègue, là, quelle est à votre avis la place de l'innovation numérique dans les réformes administratives qu'on entrevoit? On parle de nettoyer le millefeuille administratif, on parle de refonte institutionnelle. Quel est le poids de ces technologies dans des refontes organisationnelles et institutionnelles? C'est une bonne question. J'ai pas du tout anticipé ça. Je sais pas s'il y en a un. Je pense que c'est un accompagnement de toute façon en termes de structuration administrative. Est-ce que c'est un accélérateur
de fusion ou de découpage, j'en sais rien. Je vous ai répondu tout à l'heure un petit peu quand même sur l'université Bretagne Noire, et pour dire que sur l'axe numérique, nous on croit beaucoup qu'effectivement, voilà, sur l'enseignement supérieur et la recherche sur l'axe numérique, pour nous c'est une fusion, parce que voilà, on est déjà dans cette logique-là, donc ça peut servir effectivement cette logique en termes d'arbitrage politique, enfin, en tout cas d'arbitrage, de décision ou de posture politique. Maintenant, au quotidien sur l'administratif, je pense pas que c'est un impact aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Les structures administratives existent, qu'on les réduise, c'est pas le numérique qui va faire en sorte d'accélérer les choses, je pense. Par contre, en termes de développement économique, alors si c'est la filière numérique et pas l'instrumentation, votre question, sur la filière numérique, oui, ça va aider justement ça pousse à la fusion et pas au découpage. Oui. Oui, André Herbroto. Philippe Audic m'a volé la question que je voulais poser, mais je lui en veux pas du tout. Je me permets d'insister un tout petit peu quand même davantage, simplement pour dire un avis personnel, compte tenu de ce que vous nous avez exposé et de la novation que représente votre nomination. Je vous aurais mieux vu en tant que vice-président de Nantes Métropole chargé de l'innovation et du numérique qu'adjoint au maire de Nantes chargé des mêmes attributions. Parce que, hormis l'aspect éducation que vous avez évoqué, pour cela je vous concède, ça ressort plus de la ville de Nantes, je pense que pour faire profiter de vos talents la population, et non pas 290 000 habitants, mais 600 000, il aurait été mieux d'être situé au niveau de la métropole, puisque souvent c'est quand même là que se traitent la plupart des choses que vous avez évoquées et qui ont été transférées par les transferts de compétences. Mais c'est un avis personnel, mais je pense qu'on est ici au Conseil de développement de la métropole pour partie. Je dis ça pour ça, ça aurait été bien de vous situer mieux à cet échelon-là. Oui, bon. Moi, si vous voulez, mon action, l'échelon, il est métropolitain. Après, dans les titres, c'est pas mon problème. Oui, après, c'est une décision politique. Aujourd'hui, ma légitimité métropolitaine, le dossier French Tech le démontre. J'ai aucun souci. Enfin, mon écosystème, a priori, ça se passe plutôt bien. À l'échelle métropolitaine, j'ai encore personne entendu dire que j'étais pas légitime par rapport au dossier French Tech, par rapport à la vision numérique qu'on a jusqu'à présent. Donc si c'est un problème de titre, ça m'est égal. Ouais, mais la compétence géographique, je l'affirme déjà. Enfin, peut-être que je vais justement aller au-delà de mon périmètre d'action, mais je le revendique pleinement. Et puis si on me dit, non, t'as rien à faire ici, j'irai ailleurs. Mais je changerai pas la vision et le projet qu'on porte à ce niveau-là. Pour le reste, j'y suis pour rien. Je pense que c'est Thierry le coupable. C'est lui qui a insisté sur le rôle d'adjoint à l'innovation et au numérique. Oui, parce que c'était la nouveauté, mais dans l'entretien qu'on publie, vous dites que vous allez créer un service, un service transversal, un peu rock'n'roll, au sein de la ville de Nantes et de Nantes Métropole. Exactement. J'aimerais bien créer un service, faire émerger justement une équipe à l'échelle métropolitaine qui serait rock'n'roll dans le sens... je ne sais pas dans quel sens. Mais je vais vous le dire, c'est pour ça. Rock'n'roll dans le sens transversal, à la fois dans la vision, parce que ça mobilise effectivement le numérique est transversal, dans la vision actuelle organisationnelle à la fois de la ville de Nantes et de la métropole. Donc dans cette vision-là, dans la vision aussi, les grands chantiers qui sont portés. Donc le rock'n'roll, c'est aussi de se dire qu'à un moment donné, on ne peut pas siloter les prises de décision sur le numérique. Et puis rock'n'roll aussi dans la composition même des esprits qui sont dans l'équipe. Si vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois beaucoup à la friction créative à la fois des différents modes de pensée. Consanguinité intellectuelle, c'est toujours quelque chose qui m'a effrayé et que je redoute terriblement. Donc si je peux effectivement avoir une équipe où cet esprit rock'n'roll, c'est-à-dire l'esprit dans lequel effectivement on va créer une équipe et un groupe où il n'y aura pas que des batteurs et il n'y aura pas que des guitaristes, ouais, ça me plaît bien. Oui, je voudrais revenir sur le rock'n'roll. Parce que vous êtes un élu d'un nouveau format, mais c'est plutôt bien, c'est plutôt rassurant. Moi, j'en ai côtoyé beaucoup et ils n'avaient pas forcément ce format-là. Vous avez encore gardé votre swing de la capuche, donc c'est plutôt... Merci, c'est le premier à le remarquer. C'est plutôt rassurant. Ceci dit, vous arrivez quand même là au cœur d'une machine administrative qui doit faire quand même 7500 personnes, qui produit quand même un peu de hiérarchie, un peu de système parfois extrêmement lourd.
Les administrations savent très bien faire du courte ligne avec le numérique, hein, ça leur pose aucun problème, quelquefois même ça l'amplifie. Comment vous allez insuffler de l'esprit start-upper dans une machine aussi lourde? Je veux dire, quel bilan vous voudriez avoir dans 6 ans là-dessus? Le bilan, ça serait que l'équipe de Rock'n'Roll, on ait fait un tube et 3 albums. Donc ça veut dire franchement qu'on arrive à pérenniser effectivement une équipe. Moi, je crois beaucoup au mode projet expérimental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le terme structure, il n'était pas bon. C'était plutôt d'avoir une équipe agile qui, à un moment donné, s'il faut mobiliser des services d'infrastructure, des services, on va faire en sorte d'avoir des gens qui, à un moment donné, vont travailler différemment. Je pense qu'on peut mettre en place une logique projet au sein de la ville de Nantes et au sein de la métropole. Avec un projet, ça a un début, ça a une fin, ça a un chef d'orchestre, ça a un rythme, et il faut donner du rythme. Si on arrive à faire sur 2 ou 3 projets un démonstrateur, je pense que la machine qui réussit, c'est sûr que si les projets ils sont voués à l'échec dès le début, ça ne va pas le faire. Mais par contre, il faut qu'on arrive à avoir cette équipe projet dans laquelle la hiérarchie est moins prégnante. Je reviens à mon principe de créativité tout à l'heure, quoi. Le principe justement de la Startup République, c'est vraiment de se dire que tout à chacun peut avoir des idées. Aujourd'hui, malheureusement, elles sont bridées dans les systèmes hiérarchiques classiques. Brider des idées, il n'y a rien de plus fou, quoi. Donc aujourd'hui, comment on peut effectivement progressivement faire en sorte d'avoir cette révolution aussi qui se met en place dans les systèmes administratifs? Il ne faut pas tout casser, hein. Mon objectif, c'est pas de casser, c'est de passer en mode projet. On extrait des modes projet bien délimités sur des périmètres délimités et on essaye justement de mettre cet esprit rock'n'roll en place, start-upper, hein, et je pense qu'on va y arriver. Alors après, encore une fois, hein, l'idée c'est qu'en 2020, il y ait ce groupe avec 3 albums et 2 grands tubes, quoi. On va commencer par les tubes, puis on verra les albums après. Il faut créer des réseaux sociaux internes clandestins. Je n'irai pas jusque-là quand même, hein. En tout cas, il faut le faire sans rock'n'roll, mais pas punk. Il faut le faire sans le dire. Tout au fond. Bonsoir, je suis Sophie Saka, donc roboticienne, comme ça a été mentionné tout à l'heure. J'aurais une question, donc merci pour l'exposé très clair, hein, c'était très intéressant, qui dépasse un petit peu le champ du numérique et qui serait plutôt de la politique de la ville par rapport au champ scientifique autour de Nantes, c'est-à-dire pas juste le numérique, mais ce qui se passe à côté, c'est-à-dire les chimistes. Enfin, la dynamique scientifique par rapport aux chimistes, par rapport aux mathématiciens, par rapport aux physiciens ou à d'autres thématiques. Donc, le numérique, pour toi, j'ai compris, tu es pluridisciplinaire au point que tu intègres même les roboticiens. Donc ça, c'est génial. Et les autres? C'était juste ma question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du numérique, une dynamique numérique à Nantes, il y a aussi beaucoup d'autres. Est-ce que tu as une idée de ce qui se passe à ce niveau-là, justement? Qu'est-ce qui... Bon, là, ça sort un peu de ma délégation, hein, mais la culture scientifique et technique et l'innovation, c'est aussi quelque chose qui m'anime, hein. Je pense qu'effectivement, à Nantes, on manque. Je prends un exemple simple, vous allez tous comprendre. Enfin, vous savez peut-être pas. À Nantes, on a le plus gros laboratoire, ça s'appelle de planétologie de France. Et même à l'échelle européenne, c'est un laboratoire très reconnu, ça s'appelle le LPGN. Ce laboratoire, vous avez les chercheurs qui travaillent tous les jours sur Curiosity, hein, qui est sur Mars. J'en connais 2 avec qui je travaille aussi. C'est des stars, comme on dit dans le système. Personne ne sait à Nantes. Quand vous venez, pour ceux qui ont déjà eu la chance de venir sur la fac de sciences, je pourrais vous emmener un jour voir le laboratoire de planétologie. C'est redoutable. Vous dites que c'est pas possible, c'est un garage. C'est pas là qu'on a les meilleurs chercheurs du monde qui font des publications dans Nature, qui sont juste reconnus internationalement parlant. Si, c'est là. J'ai emmené d'ailleurs Johanna visiter ces locaux et elle a découvert effectivement une réalité qui est insoutenable aujourd'hui. Alors, la métropole, la ville ne sont pas responsables. Il y a tous les laboratoires. Enfin, par contre, ce qui est intéressant, enfin, moi ce qui m'intéresse, c'est que bon, indépendamment effectivement c'est qu'on a des chercheurs brillants dans différentes disciplines, et c'est toujours ce rapport effectivement à plutôt les générations futures et les enfants, quoi. Moi, je veux qu'effectivement on ait ce goûter scientifique aussi qui s'instaure. C'est pas dans ma délégation, mais j'essaierai d'eux. Comme il y a des initiatives comme Expo Science, etc., qui sont des choses formidables, dans lesquelles en fait la science n'est pas abordée par le sachant qui expose, mais par l'enfant qui pratique. Je crois beaucoup à la pratique des choses, enfin, une approche très pragmatique des choses. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à la fois à valoriser l'excellence, mais aussi
à dissimuler, à faire en sorte de faire que cette culture scientifique soit plus prégnante dans l'apprentissage au quotidien. Des dispositifs comme ExpoScience, il faut les généraliser, il faut les faire connaître d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes les connaissent. Il faut les généraliser sur des périodes plus longues, mettre les écoles dans les processus, parce qu'en plus, une fois qu'une école l'a fait, vous allez tous les ans, ça revient. Parce que les gens disent c'est juste génial. Donc c'est juste super, effectivement. Donc mettre un chercheur avec un groupe d'enfants, c'est un peu ce que tu fais, Sophie, quoi. Voilà. Dire que la robotique, c'est mon domaine de recherche. Scientifiquement parlant, on y travaille. Et puis derrière, j'ai aussi une mission d'aller faire en sorte d'avoir ce goûter avec les enfants. Sophie, alors juste pour information, elle développe, si je dévoile pas tout, mais elle cherche à travailler sur le robot Nao, qui est un robot humanoïde là, que vous voyez danser. Elle fait des spectacles de danse. Et puis elle fait surtout de la sensibilisation avec les enfants pour qu'ils apprennent à découvrir, à interagir avec un robot, comment on fait pour programmer ce petit robot. Donc on est vraiment sur le goûter robotique, avec une approche très ludique. Donc voilà, je vous recommande d'aller voir son association. Et elle travaille plus sur les prothèses humanoïdes. Voilà. Donc il faut effectivement avoir un grand parcours culture scientifique et technique à Nantes. Ça serait quelque chose une action très simple. Et on l'avait déjà dit, ça serait déjà d'avoir un affichage très simple, parce que je suis sûr que vous êtes toujours tous passés le long du tramway là pour aller sur le petit port, et même pas, vous savez que le plus gros laboratoire de planétologie dans lequel on fait des découvertes de l'univers, ça se passe ici. Donc juste faire un affichage simple en disant c'est ici qu'il se passe des choses folles, quoi. Première étape, ça serait déjà une belle chose que de valoriser effectivement les forces en présence. Qui souhaite... Oui. Henri Favre, Conseil de développement. Et nous sommes face à un outil qui se développe à grande vitesse et qui se développe dans un espace vierge d'un point de vue juridique. Alors vous avez, ou législatif, vous avez posé la question du droit à l'oubli, de l'anonymisation, les difficultés que cela présente. L'open data, sans doute porteur de réserve, mais c'est quand même des données qui ont été collectées par la puissance publique, qui sont livrées à des entreprises privées. Donc là, il y a un transfert de ressources qui n'est pas maîtrisé. On a, alors à l'inverse de l'open data, il y a le hacker aussi, la façon dont certaines données pensent être sécurisées et qui sont du domaine, qui deviennent des données stratégiques qui sont captées, etc., avec toutes les conséquences. Alors, au niveau d'une ville ou d'une communauté urbaine, je dirais entre guillemets que vous n'avez pas de problème pour développer l'infrastructure. Mais quels moyens avez-vous pour développer simultanément l'entourage politique et législatif pour garantir la liberté des citoyens et la non-déshumanisation des services, pour reprendre ce qu'évoquait Bruno tout à l'heure, c'est-à-dire que dans un certain nombre d'établissements maintenant, on se trouve quand même face à un mur, même s'il est lumineux. Sur cet aspect-là, je ne suis pas sûr que le politique à l'échelle métropolitaine est une action, si ce n'est qu'une action de prévention et d'anticipation sur. Là, ça se joue vraiment à l'échelle nationale, européenne. Même aujourd'hui, il y a quand même une loi qui est en train d'être co-construite, effectivement, à l'échelle nationale pour être portée à l'échelle européenne. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup d'éléments, nous, à part faire partir. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en France, on s'est doté d'un Conseil national du numérique, où il y a des gens bien comme Bernard et d'autres, qui sont vraiment des gens qui sont force de proposition à la fois nationalement, mais aussi à l'échelle européenne, au moins dans un premier temps, et l'échelle mondiale après, mais l'échelle mondiale c'est plus compliqué, comme on a pu le voir récemment aussi sur 2 ou 3 sujets. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, je pense qu'on est impuissant à ce niveau-là, sur le côté réglementaire et législatif, sur les lois, sur la vie privée. Par contre, il faut être vigilant, et on a quand même des représentants, et on a quand même une voix directe à certains représentants qui sont en marche sur cette logique-là. Moi, en plus, sur le côté juridique, c'est quelque chose qui m'est complètement... j'aime pas ça. Donc après,
je le revendique pleinement, chacun sa spécialité. Non, ça c'est vraiment pas quelque chose. J'aime pas à la fois dans la gymnastique même de pouvoir travailler sur des textes juridiques associés effectivement aux libertés associées au numérique. Chacun sa spécialité. Une autre intervention. Bonsoir, Yves Lenné, Conseil du développement. S'il y a 3 mots, 3 concepts que j'ai retenus ce soir, ça tourne autour de 3 mots-clés, si vous voulez. L'un que nous appellerons la curiosité et la créativité. L'autre, la confiance, et c'est un mot qui a été utilisé à plusieurs reprises ce soir. Et le troisième, l'attractivité. La créativité et la curiosité sont des choses qu'on apprend à la maternelle, en jouant. Et au-delà, on s'aperçoit qu'il faut arriver dans une entreprise où on vous envoie dans un séminaire dit de créativité monté par des sociologues ou des psychologues qui vous apprend quoi? J'ai appris beaucoup plus de choses autour de mon ordinateur et autour d'Internet au cours des 10 dernières années que j'en ai appris pendant tout le reste de ma vie. Donc, j'y crois. Je crois que c'est l'école de la curiosité qui amène l'analyse, et l'analyse amène l'investissement. La deuxième chose, c'est la confiance, et la confiance est un élément capital, et j'ai un doute qu'on puisse créer une société de confiance autour d'une ville. Alain Perfit n'a jamais, il y a 30 ans qu'il avait écrit La société de confiance, n'a jamais imaginé cela, je crois. Je crois que la confiance se crée autour de comportements et c'est une analyse comportementale où interviennent l'histoire et la géographie, c'est complexe, mais on peut essayer. On peut essayer, il ne faut jamais perdre ça de vue, que la confiance reste. Et le troisième, c'est l'attractivité. Alors là, je doute encore plus qu'une ville puisse, au niveau international, à travers le numérique, faire évoluer l'image qui nous tient à la peau du luxe, de la bouffe, des vins, et de tout cela. C'est vrai qu'il y a les TGV, c'est vrai qu'il y a Airbus, mais notre image mondiale, elle est quand même celle du bien vivre. Et on ne va pas en faire la French Tech. Je crois qu'il faudra un demi-siècle pour créer une image de French Tech. Alors on peut essayer au niveau de ville, ça c'est peut-être quelque chose d'intéressant, mais c'est extrêmement complexe de revenir sur une image nationale. Alors sur l'image nationale, je pense que la finalité de la French Tech, c'est de revendiquer la French Touch. Donc c'est vraiment de justement conserver l'identité nationale française et revendiquer cette identité franchouillard, on y mange bien, c'est le bon vivre, c'est le bon vin, oui, c'est le luxe, oui. Mais c'est justement... D'ailleurs, vous êtes amateur de vin naturel. Hein. Complètement. Il ne faut pas me lancer là-dessus, parce que... Donc le vin naturel, pas le vin bio, hein. C'est particulier. Alors pour revenir sur la French Touch, cette image de la French Touch, alors, je ne sais pas si vous connaissez certains groupes de musique électronique qui ont des masques, ça vous dit, bon bref, il y a un grand groupe là qui fait vraiment la French Touch à la chaîne internationale, qui est vraiment l'incarnation effectivement de la réussite masquée et contrôlée et marketée d'un groupe français qu'on n'a jamais vu le visage et qui marche à l'échelle internationale. Donc ça s'appelle Daft Punk, qu'importe. Ça, c'est la French Touch. Il y en a même qui connaissent dans la salle. Non, je parle aussi, oui, je répondais à monsieur, parce que voilà, comme si on n'était que tous les deux, j'aime bien ces relations individuelles, alors qu'on est plein. Ça, c'est l'image, c'est la volonté effectivement de la French Tech. C'est de revendiquer cette French Touch, à la fois dans le glouglou et le miam-miam, comme vous avez dit, mais aussi à la fois dans la créativité, parce que Daft Punk, pourquoi ils ont l'image de la France comme ça, c'est mondial, leur impact. C'est juste parce que justement, on a cette touche française alors, de créativité qui a fait en sorte que dans la musique électronique, eux, c'est des extraterrestres. Et ils vont continuer à l'être. La French Tech, c'est ça.
c'est de cultiver à la fois le côté franchouillard et luxe, cultiver la créativité, mais c'est aussi essayer de profiter et de rebondir sur cette logique-là, que je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait. C'est juste, je pense qu'il y a peut-être eu une incompréhension sur la French Touch. L'idée, c'est pas de changer l'image de la France, c'est juste de dire, venez faire du numérique aussi en France, parce que, on a tout ça, et en plus, vous allez trouver qu'il y a des territoires qui sont aussi créatifs. Il y a Daft Punk, mais il y a d'autres. Il y a d'autres à Nantes, il y a d'autres qui sont bons, autres que Daft Punk. Il y a C2C par exemple. Je suis désolé, mais c'est dans l'univers électro, C2C, c'est aussi, alors c'est moins que Daft Punk, mais c'est aussi, là par contre, c'est du Made in Nantes et on peut vraiment en être fier. Donc la French Tech, c'est ça. C'est de se dire, la France, c'est attractif, tout le monde est d'accord. Ouais, venez aussi, c'est pas que attractif. C'est pas que du vin, c'est du vin. C'est pas que de la bonne bouffe, c'est de la bouffe. Mais c'est aussi de la créativité, on vous l'a déjà démontré. Et c'est aussi des territoires accueillants d'un point de vue, et là je reviens plus sur le politique, parce que là pour l'instant on fait plutôt du marketing territorial. Le politique c'est attractif parce qu'on va vous donner des conditions d'accessibilité et de loyer plus favorables, parce qu'on va vous donner de la formation, des employés très formés. Il faut savoir dans le numérique, je reviens quand même sur ma paroisse, que le numérique, en France, on a les meilleurs ingénieurs en France. Ça, c'est de notoriété internationale. Les meilleurs ingénieurs aujourd'hui, les mieux, au niveau Bac plus 5 par contre, ils sont français. Et après, il y a les Indiens. Donc ça, il faut le revendiquer, il faut le faire savoir, il faut continuer à marteler. Et ça, c'est attractif. Donc sur le côté attractivité pour la filière du numérique, oui, vous avez raison, va être attractif parce qu'on est un pays accueillant de base. Nantes, c'est un pays encore plus accueillant que Paris parce qu'on a quand même des conditions de vie. Mais c'est aussi parce qu'on a de la formation très haut niveau dans le numérique, et on a de la créativité. C'est ça qu'on veut avec la French Tech. Donc ça, c'est le premier côté. Le deuxième côté, sur la French Tech, c'est aussi d'aller à l'extérieur en force. C'est de chasser en meute, entre guillemets. C'est qu'au lieu que, effectivement, Paris ait de son côté, Bordeaux ait de son côté avec leur spécificité, Grenoble ait avec son côté avec sa spécificité, on y va tous ensemble. Et on parle d'une voix. C'est bien aussi de parler d'une voix sur une filière. Enfin, je crois que c'est bien. En tout cas, à l'échelle internationale. Sur le premier point, merci si vous partagez ma vision et je suis très, très honoré et flatté sur cet esprit créatif qu'il faut qu'on insulte dès maintenant et qu'on est tous responsables. Et sur la deuxième que j'ai perdue, c'était la confiance. La confiance, vous avez raison, la confiance, ça se décrète pas. Et par contre, en termes de politique, ce qu'il faut quand même sur la confiance, c'est ne jamais la perdre de vue, ça, vous avez raison. Et il faut donner des garde-fous quand même sur les limites à pas dépasser. Une dernière ou une avant-dernière intervention? Oui, au fond. Oui, bonsoir, Jérôme Dion, conseiller de développement. Je voudrais revenir sur l'open data, ce que ça représente. Pour moi en particulier, c'est un truc un peu flou. On ne connaît pas les limites, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on a beaucoup de mal à y accéder. Je voudrais savoir, compte tenu de votre fonction d'élu au numérique, soit à Nantes, soit plus à l'agglomération, ce que vous comptez faire pour faciliter l'accès à la donnée, déjà savoir ce qu'il y a, comment on le fait, est-ce qu'il y a une plateforme d'accès, etc. Aujourd'hui, ça me paraît assez difficile d'y accéder et de trouver des choses. Voilà. Alors, sur l'open data, la donnée est présente. Sur l'accessibilité, je suis d'accord. Alors, la plateforme existe, les sites web ils existent. Par contre, les personnes qui y vont en consultation, c'est pas le citoyen lambda, parce que vous avez raison. L'accessibilité, c'est vous allez récupérer des fichiers au mieux XLS, au pire, fichier Excel. Déjà, c'est pas forcément très simple pour certains d'accéder à ça. Donc, on revient sur vraiment ce travail de data visualisation, d'agrégation, de digestion. Comment on fait pour on ne peut pas tout faire, nous, en tant que... Il y a des dispositifs qui sont mis en place. Donc, il y avait eu un appel à projet Open Data. La volonté, c'est de refaire un appel à projet Open Data plutôt thématique pour justement, cet appel à projet, c'est comment on sollicite tous les créatifs, start-up, mais pas que, des associatifs, pourquoi pas les scolaires, pour venir effectivement penser, co-construire ensemble des outils qui vont faciliter l'accès à la donnée au grand public. Donc, cette logique d'appel à projet, ça, c'est effectivement quelque chose qu'on peut insuiter, qu'on peut soutenir, qu'on va soutenir, parce qu'on avait déjà fait un, mais je pense qu'on va en refaire un autre. Maintenant, à voir les thématiques, parce qu'il y a peut-être des thématiques plus intéressantes, donc des jeux de données plus intéressants à mobiliser. Deuxième élément sur lesquels il faut travailler sur l'open data, parce qu'il y a quand même beaucoup de données.
statiques. Souvent, le reproche, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que les données, c'est des données qui sont les prénoms à une année. L'enjeu, c'est de faire de la donnée temps réel. Ça, c'est le Graal de toutes les villes, de se dire qu'à un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est capter le pouls d'une ville. Le pouls d'une ville, c'est en live qu'on le veut, c'est pas 2 jours après ou les prénoms de 2013. Vous avez raison, il y a ça, mais il n'y a pas que ça quand même, il y a quand même un peu plus. Aujourd'hui, il y a 500 jeux de données un peu plus précis. Donc l'enjeu demain, c'est effectivement faire de la donnée temps réel, parce que quand on aura de la donnée temps réel, on aura, à mon avis, aussi des applications beaucoup plus intéressante pour aller capter et donc restituer et visualiser les données. Par contre, là, c'est pareil, il faut engager une démarche Smart City, comme on disait tout à l'heure, avec de l'infrastructure et puis de la co-construction sur les usages et les besoins avec les citoyens. Je crois beaucoup à ça aussi. Il faut toujours remettre l'utilisateur au centre à la fois effectivement des besoins et puis surtout au centre du processus de co-construction, parce que même si on développe, il faut à un moment donné avoir des phases d'expérimentation avant de déployer. Je trouve stupide de déployer une solution à l'échelle même de la métropole ou de la ville, mais en tact, j'ai bien compris que moi c'est métropolitain mon action, après le titre on verra après. À l'échelle métropolitaine, il faut effectivement avoir une réflexion sur est-ce qu'on doit déployer les mêmes outils aux mêmes endroits, je suis pas sûr. Donc, pardon, pour conclure, parce qu'on dit souvent je ne conclue pas mes phrases, parce que c'est clair dans ma tête. Donc, il faut expérimenter avec les citoyens, et il faut co-construire à la fois les besoins, les solutions, et l'expérimentation associée, et la méthodologie in fine. Dernière intervention. Oui, je veux bien en glisser une dernière, mais ce sera un sujet de dissertation. Je voudrais revenir sur l'histoire du pharmacon, là, le remède ou le poison, et sortir de Nantes, du numérique en général. Il y a ce soir sur Arte la saison 2 de Real Humans qui commence. Qui est une excellente série suédoise. Je partage, je suis complètement fan. Est-ce que la société numérique demain, c'est ça? Est-ce que c'est le début du post-humanisme? Ouais, c'est une bonne question ça. Alors j'ai eu des débats déjà sur le transhumanisme et puis tous ces débats-là. Moi je suis très fan de la série et je trouve qu'elle est bien cette série. Alors on n'a pas vu la saison 2, on l'attend avec impatience, mais déjà la saison 1 posait bien effectivement parce que c'est des vraies questions de société et pas juste des questions science-fiction projetées sur... Et la saison 2, il paraît que justement, ils vont encore plus axer encore moins sur le côté technique et le côté robotique, encore plus axer sur l'interaction et la position des robots dans la société humaine. Le transhumanisme, moi je ne suis pas un transhumaniste, d'accord. Je crois à un accompagnement. Alors transhumanisme, oui, alors c'est effectivement dire que l'avenir de l'homme va se confondre avec la technique et demain. Donc c'est des questions qui sont aussi pleinement posées par la série Real Human. Je crois qu'il ne faut pas aller là, pour plein de raisons, même s'il y a des fous qui sont à la tête de Google. D'ailleurs, il faut faire très attention. Le futurologue, Google a recruté son futurologue il y a 1 an, qui lui est complètement fou. Il est fou, il se gave, alors je crois qu'il prend 48 protéines par jour, il se greffe tout un tas de choses partout dans le corps. Il croit vraiment qu'il est immortel. Il l'a démontré, il a dit qu'en 2042, en fait, avec ses protéines, il a tout un système d'accumulation d'anti-vieillissement des cellules. Et c'est pas n'importe qui, hein. Le monsieur il a inventé le scanner, enfin les prémices du scanner. C'est un vrai chercheur brillantissime, futurologue, qui a été débauché par Google. Et Google lui a donné carte blanche. Il a no limite sur le budget. Il fait ce qu'il veut. Donc il travaille effectivement sur les biotechnologies, sur le transhumanisme, etc. Donc il est fascinant ce personnage. Alors je ne sais plus comment il s'appelle. Kurzweil, voilà, c'est ça. Remarquable, mais c'est quelqu'un de remarquable. J'aimerais bien rencontrer. On a failli le faire venir à la Cité des Congrès pour tout vous dire. À la stratégie de Google. Exactement. Et puis que Google va sur la robotique, sur les biotechnologies. Le point de convergence, il est là. Il faut pas... Ça fait peur. Et là, je vous l'ai dit, hein, j'ai peur là-dessus. Donc non, moi, je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Je crois qu'il y a des choses à expérimenter. Je crois qu'il y a effectivement des choses à accompagner, surtout sur les personnes en fin de vie. Tout ce il y a des choses magiques à faire. Hein. Par contre, je ne pense pas que ça soit l'avenir de l'homme. Et en tout cas, il faut être suffisamment philosophe et avoir suffisamment de retour pour que des choses comme ça qui se passent dans le privé, qu'on puisse garder justement cette vigilance. Et justement, cette méfiance, mais au premier sens du terme, par rapport à ce qui se passe ici. On n'a rien vu sortir encore depuis 1 an qu'il est là-bas. Moi, je suis très vigilant, je suis alerte sur ce qui se passe. J'ai peur malheureusement, ça sera trop tard qu'on verra des choses arriver. Mais ça fait peur, ça fait réagir. Oui, complètement.
Il n'y a pas de 42, il disait. Il n'y a pas de U-bot encore dans le conseil communautaire? Bah, je les ai pas repérés en tout cas. Bien, bah écoutez, on va mettre un terme à cette soirée, ne serait-ce que pour que vous puissiez aller voir les robots sur Arte. Exactement. Merci Francky Trichet. Merci Restez rock'n'roll, gardez votre capuche. Prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous avec un invité bien différent, ce sera le 17 juin à 18h. C'est le géographe Jean Olivreau que nous ferons venir. Jean Olivreau. Alors, il se trouve que le redécoupage, enfin les projets de redécoupage régional donnent une actualité imprévue à sa venue qui était organisée avant que nous connaissions les intentions de M. Valls, si tant est que quelqu'un les connaisse. Donc, Jean Olivreau est un géographe breton, connu notamment pour ses positions plutôt anti-métropolitaines, et puis également pour ses positions évidemment en faveur de ce qu'on appelle le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Et puis, je ne peux que vous conseiller de lire l'excellent numéro de l'excellente revue Place Publique consacrée au numérique, espoir et illusion. Merci. Merci.